Eh bien voilà, mesdames et messieurs, en tant que présidente du CEREC, c'est avec une fierté non dissimulée que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer les 60 années d'immigration marocaine en Belgique. 60 ans d'une histoire commune, malgré ce que certains peuvent en penser. Alors je vous propose pour cela de remonter quelque peu le fil du temps jusqu'à ces années 60, marquée par la signature de la Convention belgo-marocaine en 1964. La Belgique, alors en pleine expansion économique, avait alors un besoin criant de main-d'œuvre, manquante notamment dans le secteur du charbonnage et de la construction. Le Maroc, quant à lui, souffrait d'un sous-emploi et offrait à la Belgique une jeunesse pleine d'espoir, prête à contribuer à l'édification d'un nouveau pays. Nos ministres mutuels de l'époque ont alors signé cette convention à Bruxelles. C'est ainsi que des milliers de Marocains franchissent la Méditerranée, laissant derrière eux famille, tradition pour participer à la reconstruction de la Belgique d'après-guerre. Ces premiers arrivants, dont de nombreux hommes au cours de ce premier courant ont alors assumé, avouons-le, le travail que la population belge n'était plus à même de réaliser, principalement en raison du vieillissement de la population après-guerre. Ils ont connu l'exil, la solitude, parfois la discrimination, mais ils ont aussi fait preuve d'une résilience extraordinaire, d'un courage exemplaire. À l'apprentissage de la langue et de nos coutumes, s'est merveilleusement mêlée la préservation de leur identité et de leur culture. Au fil des années, l'immigration marocaine a évidemment évolué. De l'intégration initiale, nous sommes passés à une vision plus ouverte, celle de la transnationalité. La diaspora marocaine vit alors le jour, celle de la plus grande communauté d'immigrés à travers le monde. Peu de gens le savent. Les nouvelles générations, nées ou élevées ici, sont belges et marocaines à la fois. Elles sont les ponts entre deux cultures, deux mondes. Elles incarnent la richesse de la diversité, la force d'un modèle hybride. Aujourd'hui, la communauté marocaine est pleinement intégrée dans le paysage belge. Elle est présente dans tous les domaines. L'économie, la politique, plus récemment le sport, avec la RAL ici à la Louvière, n'est-ce pas, et nos Jeux olympiques. Aujourd'hui, à l'occasion de ces 60 merveilleuses années, nous recevrons des invités de marque, il faut le dire, reflétant cette image. Mais je laisserai ensuite le soin à Stéphane de vous les présenter. Sinon, je risque de marcher sur ces plates-bandes. La soirée que le CEREC vous propose, c'est une invitation à célébrer cette réussite collective. C'est aussi l'occasion de plonger dans nos mémoires, de partager nos histoires, nos émotions, de réfléchir ensemble. C'est en comprenant pleinement notre passé que nous pouvons construire cet avenir meilleur, plus inclusif, où chacun trouve sa place indépendamment de son origine. Alors, en cette période de repli identitaire, de discours haineux, lesquels se font malheureusement trop souvent entendre, il est plus que jamais essentiel de réaffirmer nos valeurs communes, notamment celles de la tolérance, de la solidarité et du respect. Alors, je ne saurais terminer ce mot en remerciant évidemment les équipes du CEREC et notamment toi, Stéphane, pour l'organisation de cette soirée. Je sais combien il est parfois difficile de gérer les agendas de chacun. Vous remerciez-vous évidemment pour votre présence et cela va de soi, de nos invités. Alors célébrons ce soir ces 60 ans de l'immigration marocaine en Belgique. Vive la Belgique, vive le Maroc et vive l'amitié belgo-marocaine. À toi Stéphane, merci.
Merci Emmanuel. Et effectivement, il nous a semblé important au niveau du CEREC, Centre régional d'intégration, et qui plus est ici implanté à la Louvière, mais nous couvrons évidemment beaucoup de communes. Il nous a semblé vraiment important de à la fois faire une rétrospective de ces 60 ans, donc donner un éclairage sur l'historicité de ces 60 ans. Emmanuel l'a déjà un peu évoqué. Nous allons l'entendre tout de suite avec Madame Anne Morelli pour la partie historique, mais aussi la partie plutôt sociologique. Comment ce maillage a pu se dérouler, et les blocages aussi au niveau de discrimination. Quelquefois, avouons-le aussi, une forme de racisme structurel qui s'est créé. Et donc, il n'est pas facile non plus pour les enfants de l'immigration, et qui plus est des enfants de l'immigration marocaine, d'avoir trouvé leur place, d'avoir été entendus, d'avoir été reconnus. Et donc, c'est tout en plus méritant pour toutes ces personnes d'avoir pu vraiment se mouvoir dans la société belge, dans la société d'accueil, mais aussi grandir de génération en génération et de devenir vraiment des acteurs, des actrices au premier plan. Alors, ça sera évidemment dans la deuxième partie, dans la partie un peu plus discussion, avec effectivement un panel d'invités, des artistes, des gens qui sont actifs dans leur création, mais aussi dans leur engagement citoyen et humanitaire. Je vous les présenterai tout à l'heure quand on passera à la deuxième partie. Madame Morelli, je vais vous inviter pendant 20 minutes à prendre la parole pour justement essayer un exercice pas facile en 20 minutes, d'essayer de restituer un peu cette partie historique. Je vous passe. Merci. Surtout que Madame la Présidente a dit qu'on allait remonter jusqu'en 1960 et moi je vous propose de remonter encore plus loin. Disons il y a un siècle, 1924. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays, dans la région ici? C'est un pays très industrialisé, avec des mines, avec de la grosse industrie. Et ce pays, déjà en 1924, a besoin de main-d'œuvre. Parce qu'il y a eu beaucoup de pertes pendant la Première Guerre mondiale. Et la main-d'œuvre qu'on fait venir vers 1924, puisqu'on dit il y a 100 ans, ce sont essentiellement, des Polonais, 2, des Italiens, déjà, et 3, des gens d'Afrique du Nord. 10% de la population étrangère en 1924, ce sont des travailleurs d'Afrique du Nord. Et nous avons justement, en 1924, une grève où Louis Pierrard, un des leaders socialistes de l'époque, dit « Je suis très content de voir nos camarades d'Afrique du Nord avoir rejoint le mouvement de grève. » Et ils ont un grand calicot solidaire avec les mineurs belges. Donc ça existe. Alors qui sont ces mineurs d'Afrique du Nord? Il y a probablement des Marocains, mais ce sont surtout des Algériens. Parce qu'ils ont des facilités pour voyager en France. Et quand ils sont en France, ils en profitent parfois pour franchir la frontière. Les salaires sont meilleurs à l'époque en Belgique. Alors arrive la crise des années 30, et de qui est-ce qu'on se débarrasse tout de suite? Des étrangers, évidemment. On va renvoyer des trains entiers de Polonais, on va renvoyer des gens d'Afrique du Nord, etc. Et en 1940, quand la guerre éclate, vous allez me dire c'est une période très triste. Eh bien non, pas du tout. Pour les patrons miniers, c'est une période magnifique. Alors pourquoi? Si vous avez le sens des affaires, vous allez comprendre tout de suite. Le produit, le charbon, pourquoi est-il plus ou moins cher quand la main-d'œuvre est plus ou moins chère? Et donc on peut faire des profits plus importants si la main-d'œuvre n'est pas chère. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser une main-d'œuvre parfaite d'un point de vue patronal, c'est-à-dire des gens qui ne demandent pas à être payés, qu'on doit juste nourrir et un petit peu loger. Et qui sont ces gens? Alors, les bons points vont... Les prisonniers, très bien, il y a quelqu'un qui a un esprit de patron formidable. Pour faire du profit, c'est magnifique. Ils font travailler les prisonniers. D'abord, les prisonniers polonais,
puis les prisonniers soviétiques, et puis à la fin de la guerre, ça change, on sort les prisonniers polonais et soviétiques, on met des prisonniers allemands qui vont travailler aussi gratis dans les mines pendant des années. Donc voilà la situation. Mais l'ennui, c'est qu'on a signé des traités internationaux qui disent que quand une guerre est finie, on doit normalement renvoyer les prisonniers chez eux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il est évident qu'on essaie d'abord d'attirer les Belges dans la mine. Et on va essayer de faire toutes sortes d'avantages pour eux. Ils vont avoir des tickets pour aller prendre le bon air à la mer. Ils vont avoir des tickets pour recevoir du lait, du ravitaillement supplémentaire, etc. Les Belges ne veulent pas retourner dans la mine. Et là, il y a quelque chose qu'on dit toujours et qui est faux, c'est qu'on dit on a fait venir ces populations parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Non. La main-d'œuvre belge était bien syndicalisée, était bien organisée et refusait le travail à ces conditions-là. Ils voulaient bien aller dans la mine s'il y avait des conditions de sécurité et d'hygiène, mais ces conditions n'existaient pas. Et ça aurait coûté cher, naturellement, de rendre les mines plus sûres, etc. Donc, en 1945-46, on tient encore des prisonniers allemands ici, mais on est bien obligé de les renvoyer, et on cherche de la main-d'œuvre. Et le premier pays qui va répondre à l'appel, vous le savez bien ici dans la région, c'est l'Italie. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande misère et parce qu'il y a une grande insécurité politique, c'est-à-dire qu'il y a le plus grand parti communiste de toute l'Europe qui est là et qui menace, disons, de faire des grèves, des manifestations, etc. Et que l'Italie est ravie de se débarrasser de ces jeunes gens qui sont un peu trop remuants. Alors, on va aller en Italie où il y a des centaines de milliers de personnes qui sont sans emploi et qui, tous les matins, surtout dans les campagnes, vont sur la place en attendant d'avoir du travail. Et moi-même, petite fille, j'ai vu ça, les hommes se présentent, et on voit, et les envoyés du patron agricole disent « toi oui, toi, t'as qu'à aller demander du travail à Moscou, hein. Toi peut-être, mais est-ce que vous n'étiez pas dans une manifestation? Donc c'est mieux que vous n'ayez pas travaillé. » Donc la situation est très difficile là-bas, et on va mettre dans toute l'Italie de grandes affiches qui annonce que les mines belges recrutent bon travail, bon salaire, allocation familiale, logement, tout près du travail. Ben oui, logement, ce sont les logements qu'on avait pour les prisonniers polonais, russes, allemands, etc. Alors, les conditions sont très mauvaises, mais la misère est telle en Italie qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent de rester, bien entendu. Et ils vont rester parce qu'aussi, ils n'ont pas le choix. Ils ont signé à Milan un contrat de 5 années renouvelables, et s'ils cassent ce contrat, ils sont mis en prison, d'abord dans le chef-lieu de province, à Charleroi par exemple, et puis dans un lieu à Bruxelles qui a toujours une fonction étrange, c'est le petit château. Et lorsqu'il y a beaucoup de gens qui refusent, beaucoup d'hommes qui refusent d'aller dans la mine, on les renvoie, non pas avec des avions, mais avec des trains complets. Alors, il y a une grande date importante qui devrait être dans tous les livres d'histoire et qui n'y est pas. C'est 1956. Parce qu'en 1956, il y a cette tragique catastrophe de Marcinelle. Je vous rappelle que c'est un accident qui a engendré un incendie dans la mine et qu'il n'y avait pas encore de puits de sécurité pour sortir les mineurs et donc ils ont été étouffés dans la mine. Ils sont plus de 300 à mourir et la majorité sont évidemment des Italiens puisque c'était eux qu'on avait fait venir. Alors ça va complètement changer la figure de la Belgique, je dirais, parce que l'Italie ne va plus envoyer de main-d'œuvre, en tout cas pas de manière organisée,
Et on va se reposer le problème, qui est-ce qui va extraire le charbon, etc. Alors, dans un premier temps, oui, ça c'est pour les femmes italiennes, on oublie toujours qu'elles ont aussi travaillé. Ça c'est un contrat de la CSC pour du travail domestique, et c'est en français et, non pas en flamand, mais en italien. Alors, on va aller chercher ailleurs de la main-d'œuvre. La première idée, c'est l'Espagne. Il y a quelqu'un qui fait de la concurrence déloyale. Oui, plus fort, plus fort. Donc, on va chercher en Espagne. L'Espagne de Franco, il y a plein de gens qui sont d'accord de partir. On va chercher en Grèce. Et lorsque ces pays-là ne fournissent plus assez de main-d'œuvre, c'est alors qu'en 1964, on va se tourner vers le Maroc et puis vers la Turquie. Alors, on a un très bon document que Madame Anne Freinet a exhumé. C'est un rapport des ingénieurs que les mines ont envoyés en Afrique du Nord. Et qu'est-ce qu'ils disent? La Tunisie, ça ne va pas, ils sont beaucoup trop modernes. L'Algérie, ça ne va pas parce qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé en France, il y en a beaucoup qui se sont syndiqués à la CGT, qui est... et ils vont tout de suite se syndiquer, faire des réclamations et tout ça. Non, non, ça ne va pas. Au Maroc, c'est pas mal, disent les ingénieurs. Parce que, notamment dans les régions du Rif, il y a des gens qui sont habitués à travailler très dur pour très peu d'argent. Et donc, ça, c'est idéal, naturellement, pour la mine, s'ils sont habitués à travailler très dur pour très peu d'argent. Et en plus, ils sont très religieux. Et à l'époque, c'est considéré comme un avantage, parce que tout le temps qu'ils seront à la mosquée, ils ne seront pas au syndicat. Et donc, ça semble le bon choix, c'est d'aller recruter dans les régions du Maroc, qui sont les régions les plus pauvres et qui en ont le plus besoin. Alors, oui, la photo d'avance, évidemment, les nombreux pauvres. Alors, attendez un petit instant. La précédente, encore. Voilà. Alors, on attire les gens pour venir travailler en Belgique. Et dans nos consulats, on donne des petites brochures et il y a des agents recruteurs qui vont dans des cafés. Et vous avez là une brochure en italien, Vivere e lavorare in Belgio, une brochure en grec, et on dit aux gens, venez vivre en Belgique et puis travailler un petit peu, ça serait sympa. Hein, c'est plutôt l'inverse, mais oui. Alors, ici, encore une série de ces brochures, dont certaines en arabe, et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ces brochures. Voilà, bienvenue en Belgique, hein, là en turc, hein, en italien, en grec, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces brochures? Eh bien, on décrit la vie en Belgique. En Belgique, les nouvelles habitations sociales à loyer modique sont généralement situées dans des endroits salubres et verdoyants. Donc, tout le monde recevra une jolie maison comme ça, avec un petit jardin, etc. Ou encore, blessés et malades trouvent en Belgique un réseau important d'hôpitaux, cliniques et dispensaires. Donc, si vous avez un petit accident à la mine ou au laminoir, etc., ne vous en faites pas, vous allez tout de suite être bien pris en main et il y a des assurances sociales, tout ça se passe très bien. Ah, voilà comment vous allez devenir. Hein, le papa lit le journal, la maman fait faire les devoirs. Et puis celle-ci, qui me semble peut-être la plus vicieuse, vous serez tenté par l'abondance des articles électroménagers qu'il est possible d'acheter à crédit. Hein? Donc, imaginez l'impact que ça a sur des femmes, notamment. Le mari rentre avec cette brochure, même si elle ne sait pas lire, elle dit, ben, enfin, c'est incroyable, moi je dois aller laver à la rivière. Et là-bas, on nous attend avec des séchoirs, avec des surgélateurs et tout ça. Il n'y a qu'à y aller et on aura tout ce luxe. Et en général, le voyage se fait pour tous les migrants de la même façon. Dans un premier temps, ils laissent l'épouse et les enfants. Là, c'est une famille grecque. Hein, ils laissent à Épire, en Grèce, en 1958, femmes et enfants. Ils partent travailler. Et puis, même s'il n'y a pas
le surgélateur, le séchoir, etc., ils constatent que la vie est tout de même un peu moins dure que ce qu'ils ont quitté. Et donc, à ce moment-là, on réunit la famille en Belgique dans un second temps, ce qui est le cas pour cette petite famille grecque ici. Ils arrivent à Seurat, près de Liège, et ils sont réunis. Ce sera l'histoire de la plupart des migrants. Et donc, je crois qu'il est indispensable de savoir cela, de se souvenir aussi que les femmes ont travaillé. Alors, travailler dans les ménages, mais souvent en noir, et donc ça ne compte pas pour la pension, évidemment, ou bien il faut imaginer qu'on est dans une période de plein emploi, et donc il y a des femmes qui travaillent dans des usines. Et là, c'est à la cueillette des fruits, etc. Et que donc les femmes ont travaillé aussi. Et d'autre part, je crois qu'on va retourner en arrière. Oui, et je crois qu'il est bon de se souvenir que tous ces processus sont les mêmes. Chaque migration s'est faite de la même façon. Pourquoi est-ce qu'on a appelé avec tant d'insistance ces populations? Maintenant, naturellement, on a une autre politique, mais on appelle par exemple les Marocains en 64. Mais en 74, c'est déjà ce qu'on a appelé la crise du pétrole. Et à ce moment-là, on ferme les frontières, alors qu'en 64, on disait c'est formidable, on va relever la démographie parce qu'ils auront beaucoup d'enfants. On cherche aussi ça. Parce que les démographes avaient dit, on avait demandé une étude de la Wallonie, et ils avaient dit, la Wallonie est un vieux pays habité par de vieilles gens qui habitent de vieilles maisons et remuent de vieilles idées. Ce n'était pas très stimulant, et on a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a deux solutions. Ou bien, vous augmentez les allocations familiales, il y a une crèche dans chaque entreprise, etc., mais ça va vous coûter très cher. Et ce n'est que dans 20 ans que vous aurez des jeunes adultes, ou bien vous faites venir des populations jeunes à fort taux de natalité. Ça, c'est bien. Ça, c'est en 64, 10 ans plus tard, en 74. On dit, mais non, c'est pas vrai. Ces gens qu'on a demandé de venir, à qui on a demandé de venir, ils sont vraiment venus. Et les enfants qu'on leur avait demandé de faire, ils les ont vraiment fait. Et à partir de ce moment-là, on change complètement de discours et on parle du problème de l'immigration, alors que dans les années, au début des années 60, quand on lisait dans un journal le problème de l'immigration, c'était comment garder chez nous les migrants qui veulent partir ailleurs. Comment faire pour qu'ils s'installent ici et qu'ils mettent leurs racines dans notre pays. Donc, je crois qu'il faut toujours penser aux raisons économiques qui motivent une migration. Aujourd'hui, on a vu, il y a peu de temps, les industriels allemands ouvrir les portes toutes grandes de l'Allemagne aux migrants irakiens, etc. Parce qu'ils ont bon cœur? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des raisons économiques, parce que l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre de nouveau. Et ce sont ces choses-là auxquelles on doit penser bien avant de penser qu'on a envahi un pays. Non, on n'a pas envahi. Dans le cas des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Turcs, des Marocains, on est venu les chercher. On a fait de la propagande pour les amener ici. Et donc, ce n'est pas du tout une histoire personnelle, parce que les gens croient que c'est leur histoire personnelle. Non, non, ce n'est pas un berger sarde, un pêcheur turc ou un agriculteur du Rif qui tout d'un coup s'est dit « l'eau de l'Insar, ça doit être pas mal hein ». Et il serait venu comme ça, mais non, on a été les chercher et c'était dans un intérêt économique. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Aurélie, et c'est vrai que c'est important aussi de relier avec l'ensemble de toutes les nationalités, de toutes les communautés qui font partie de notre paysage, et on en est très fiers évidemment dans nos régions d'avoir une multiculturalité aussi riche, mais
effectivement, si on se focalise aujourd'hui sur la communauté marocaine qu'on fête les 60 ans de sa présence, ça veut dire que quand, comme vous venez de l'expliquer, ces personnes se sont installées, ont fait revenir leur famille, de génération en génération, ces personnes se sont installées et ont rencontré quelquefois, souvent même, parfois, des difficultés, des discriminations. Ce n'était plus le migrant qui venait travailler et qui allait proposer sa force de travail, mais ça allait être la personne qui pose problème avec toute une série de différences culturelles. Et ça a été vraiment un problème fondamental pour que justement on reconnaisse la présence existentielle de ces personnes. Alors, je vais céder la parole à Rachid parce que Rachid Batoum, son livre est au Stan, a beaucoup travaillé sur ces questions de discrimination et je vais t'inviter à me rejoindre pour... voilà, tu peux utiliser le pupitre. Et je te laisse te présenter et présenter un peu ton travail. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est très important ce qu'on dit. Mais il faut tout nuancer quand on parle d'un pays qui est sous la colonisation française à l'époque, tous ces pays-là, un protectorat, et donc les relations ne sont pas équilibrées du tout. C'est des formules qui se donnent, qui s'emploient à travers une convention, mais cette convention cache derrière elle une hiérarchisation des rapports, de la domination et du pouvoir. Donc, d'un pays qui a de l'argent et d'un pays qui n'en a pas du tout. Et que cette convention dont on va parler, qui est la convention qui est signée en 1964, en février 1964, n'est pas... Vous savez, elle est passée quand on était belge. Elle est passée en 1977. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça n'intéresse personne, sauf ceux qui ont du fric pour faire venir des gens qui ont besoin de fric, on suppose qu'ils ont besoin de fric, parce qu'on va voir tout ce travail qu'on a fait avec un collectif. Il y a aussi des parents dont on nous parle, des descendants de cette immigration, qui ne veulent pas venir du tout, qui ont leur parcelle de terre, qui peuvent être bien, mais qui sont venus parce qu'il y a toute cette propagande qui est là pour appâter, non pas pour équilibrer. Et donc, on va voir que cette convention, c'est une convention qui en fait a tiré une force de travail au rabais. Des pauvres qu'on emploie et on les exploite parce qu'ils sont pauvres. Non pas parce qu'ils ne sont pas humains. On les a déshumanisés en fait. C'est ça le contexte de cette convention. Cette convention, je me posais la question avant d'arriver, pourquoi on fait cette convention ? Pourquoi, depuis 2004, certains s'agitent pour dire que, oui, la convention belgo-marocaine. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les hommes et les femmes qui ont quitté leur pays et qui sont tout le temps discriminés, même s'ils ne le disent pas. Alors, si vous voulez lire les témoignages des enfants, des descendants de cette immigration, qui sont malades, parce qu'on va parler de ça aussi, parce que le racisme, c'est pas seulement Foulcon Bougnoul, mais c'est aussi que le Bougnoul reste toute sa vie. Il se transmet de génération en génération. La charge raciale est là tout le temps. Alors, je vais lire quelques phrases. Mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est que la convention est généralement, pourquoi on fait une convention ? Pour protéger les gens, pour leur donner leurs droits, pour essayer de pérenniser ces droits. La convention, quand on parle ou un traité, c'est quelque chose qui est structuré, qui est formel, qui est cadré. Eh bien, rien n'est cadré dans la convention belgo-marocaine. Rien n'est cadré, d'autant plus que les femmes, par exemple, dont on parle, elles ne travaillent pas. Les Marocaines, ils sont restés là, ils travaillent en noir, comme disait Mme Morelli, mais ils ne sont pas reconnus dans la convention. Les enfants, encore moins. On réfléchissait aux hommes. Et Abdelmalek Sayad, que j'aime beaucoup, qui est un sociologue algérien, parle de ça. Les âges de l'immigration. Et cet âge-là est un âge terrible, qui a laissé des séquelles sur les descendants de l'immigration. Alors, ce n'est pas pour plomber l'atmosphère que j'ai dit ça. Il y a l'histoire et l'histoire. Il y a l'histoire qui est le roman familial à la française. Il y a l'histoire qui est faite des gens, qui parlent maintenant. Et que la majorité que moi j'ai connue, j'ai fait beaucoup d'entretiens depuis déjà quelques années avec eux,
eh bien, ils ne sont plus là pour parler. Certains sont partis avec leurs secrets. Et ce secret-là ont laissé des enfants stigmatisés, des enfants morts vivants, parfois. Des enfants, si vous voulez lire, les témoignages ici nous disent beaucoup de choses sur cette histoire-là. Parce que maintenant, c'est les enfants, c'est les descendants de l'immigration qui la font parler, cette histoire. Mais ils n'étaient pas parlés. Ceux qui sont venus, ils sont invisibles. On veut qu'ils soient invisibles, parce qu'ils ne doivent rien dire. Ils ne sont pas venus pour parler. Ils sont venus pour aller dans les mines et travailler. Là, une descendante de l'immigration marocaine que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, parce que ce genre d'activité, convention, fêtant-là, ça devient à la mode un peu. Alors, il est à la mode. Ici, on ne l'a pas appelé 60 ans de la Convention. Hein. C'est pour cela que c'est intéressant. 60 ans des hommes et des femmes qui ont fait ça, c'est bien. Mais 60 ans de la Convention, on a fait un bazar à Liège, on a fait dans des petites associations. De grâce, la Convention, il ne dit pas ces mots, il faut qu'on nous les dise et faire parler les gens qui vont les dire. Alors, maintenant, mon travail, c'est vrai que nous avons travaillé, en tout cas moi et d'autres, hein, je ne suis pas le seul, on est une dizaine à travailler là-dessus depuis 2017, même avant, parce que ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, mais pas seulement au domaine où je réfléchis, comme disait Michel Foucault, pour décrire un arbre, il faut descendre le voir. Il ne faut pas rester dans son bureau, il faut regarder de sa vitre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire tout le temps, de manière militante, et on assume ce rôle-là de militant-chercheur, parce qu'il nous remet en question. Il nous fait dire les vérités autrement, parce que les vérités qui sont dites, ils sont ancrés dans la réalité des gens. Ils sont pas, moi j'analyse pas la Convention, j'analyse comment la Convention se traduit à travers les comportements que ceux qui ont créé cette Convention posent pour les gens. Alors quand on réfléchit Convention, je ne parle pas seulement du pays d'accueil, hein. Je parle, c'est Sayed qui dit ça, il faut penser le pays d'origine. Pourquoi le Maroc a envoyé des gens? Pourquoi ces gens-là sont partis? Et d'ailleurs, dans la convention, dans le cadre de la Convention, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus dans ce cadre-là. Ils sont venus parce que les patrons, de toute façon, ils n'ont rien à foutre de la Convention. Ils vont les chercher. Et alors, on les cherche dans le Rif. Pourquoi le Rif? Parce que le Maroc aussi a des intérêts à ce que les Rifins partent. Donc ça, c'est une réalité historique qui doit être dite pour que les solutions qui doivent être proposées doivent être faites à partir de là-bas et ici, et pas uniquement ici. Alors, quand je vais parler des descendants de l'immigration marocaine, eh ben, je vais parler aussi de tout, parce que les parents sont venus travailler, mais leurs enfants, parfois, ils sont expulsés. En France, on prépare la double peine, l'expulsion. Ici, ça se fait, mais en douceur. Nous, on connaît des gens, on a été au Rif, on avait des gens qui sont expulsés, alors qu'ils sont nés ici, ils n'ont rien fait de grand-chose. Ils ont fait des actes de crime comme les Belges, entre guillemets, de souche les font. Mais eux, ils ne les expulsent pas parce qu'ils ne peuvent soi-disant pas les expulser ailleurs. Alors on expulse les descendants de l'immigration marocaine. Alors, je vais pour un peu mettre un peu de la couleur, de la réalité dans ce que je raconte. Il y a une fille qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, hein, au mois de mai, elle m'a dit, moi, je porte l'humiliation en moi. Tu sais, c'est une jeune, vous dit ça, vous êtes mort. Parce que vous-même, vous savez de quoi elle parle, vous savez d'où elle est venue, et de la porte d'entrée que vous utilisez pour ouvrir la réflexion, elle est la même qu'elle. Et donc, elle me dit, moi, je me sens humilié, je porte l'humiliation tout le temps. Et d'autres nous ont dit beaucoup de choses. Je vais vous lire un passage ici, très bref. Comment on traite les descendants de l'immigration marocaine? Alors, soyons clairs, aucun ne peut maintenant dire qu'il n'y a pas de discrimination. Aucun. Tous les rapports le disent. Il y a des discriminations, surtout par rapport à la population maghrébine et subsaharienne. Depuis 60 ans. Depuis que les vieux sont là, ils sont morts, et ça continue. Sauf que la discrimination des vieux ne se dit pas. Il est invisible, celle-là, il se dit, parce qu'il y a des rapports européens, UNIA et d'autres, si vous voulez savoir, il y a plein de rapports que vous pouvez aller chercher. Toujours discrimination. Alors, discrimination à tous les niveaux, au niveau de l'emploi,
Alors là, c'est la spécialité des Européens de faire de cette discrimination-là. Dans tous les rapports, celle qui remonte le plus au niveau de l'emploi. Le taux de chômage des Maghrébins et des Subsahariens, c'est le plus élevé en Belgique. Les logements, la discrimination au logement, il faut aller le voir. Et donc, on se retrouvait avec des populations qui sont reléguées, discriminées, emploi précaire. Là où je travaillais, le bureau où je travaillais, les femmes de ménage, c'est toutes des Arabes. Vous voyez autour de vous. Alors, pourquoi en fait? Parce qu'ils n'ont pas fait d'études. On peut se poser ce genre de questions pour aller creuser la chose. Alors, je vais quand même vous lire, il faut m'arrêter si 5 minutes ou... Ça va. Quand on est arrivé en secondaire, en professionnel, on avait toujours, c'est une jeune qui parle, on avait toujours droit, tu finiras balayeur. Il est petit, hein, c'est presque en primaire. Tu finiras éboueur. Au lieu de nous aider, les profs nous rabaissent. Pour eux, les fils d'étrangers ne seront jamais rien. Peut-être que dans les années 70, ils se disaient, on aura des mines toute notre vie, donc ils vont aller creuser le charbon. Ça veut dire qu'on va voir des mineurs, toute cette descendance d'immigration. Il va être aussi dans des emplois, ce qui arrive, hein, l'ethnostratification que certains critiquent maintenant, beaucoup, quand vous voyez le rapport origine, par exemple, et emploi qui est fait par UNIA, eh bien, les Arabes et les Subsahariens font du boulot précaire. Et qui ressemble en fait maintenant aux mines, pour finir, parce que les mines n'existent plus. Donc c'est des femmes de ménage, c'est l'ORECA, c'est autre chose. Et je vais vous lire, ça c'est au niveau de l'école. Une autre, par rapport aux voisins, on allait l'interroger, cette fille-là. Elle arrive, tout essoufflée. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas à l'aise par rapport à l'entretien que je vais avoir avec vous? Si, je fais un entretien, mais... Sans vous mentir, j'ai vécu une discrimination ce matin. Mon voisin m'a traité de sale boucaque. C'est un vieux monsieur belge. À chaque fois qu'il me voit, il me traite de sale boucaque. À chaque fois. Hein. Il a 23 ans. À chaque fois, ça veut dire alors, la reproduction de racisme et sa transmission, c'est pas évident à gérer. Comment on capte maintenant les descendants d'immigration? Vous êtes Nous sommes en Belgique ou en France, parce que c'est l'objet d'étude, c'est de ces deux pays. Il y a en fait un glissement sémantique maintenant. On ne voit plus un étranger comme quelqu'un qui est immigré. On le voit immigrer plus, et même les descendants de l'immigration, plus musulmans. Vous voyez cette étiquette qui va revenir et qui va se renforcer avec l'extrême droite qui monte partout. On voit certains discours qui reviennent de plus en plus. On voit aussi la possibilité dans certains pays de changement de loi. Donc les gens, ils vont sûrement à un certain moment partir. Donc il y a chasser. Il y a un glissement de plus en plus. Ça veut dire que ce qui est fait ou ce qui se faisait avant n'est plus. Alors elle n'est plus, mais elle se renforce de manière négative. Et que nous sommes complices, tous en fait. Parce que on se disait, est-ce que c'est un problème individuel des gens? Est-ce qu'il faut juste en fait dire aux gens, ne dites plus ça, il n'y aura plus de racisme? C'est pour ça qu'on aborde ici le racisme structurel, où il faut interroger les structures. Alors on est toujours, par rapport aux réalités qui touchent les descendants de l'immigration, à interroger seulement les individus. Il a dit Bougnoul, il a dit ça, il a dit ça. Non, il faut interroger les structures. Il faut dire maintenant, il faut commencer. Et là, je m'adresse aux travailleurs sociaux et d'autres, hein, parce que c'est le message aussi qu'on veut faire passer à travers l'ouvrage, et un autre qui va sortir sur le racisme structurel en Belgique, parce que dans cet ouvrage, vous allez voir que le racisme, les jeunes, les petits sont confrontés au racisme depuis leur bas âge. À l'école, alors ils passent de l'école à
l'entreprise, et là aussi, il y a des discriminations. Il y a des discriminations à l'embauche, ils ne sont pas embauchés. Après, il y a aussi, dans les espaces publics, la police. Il y a des jeunes Marocains qui sont fait tuer, il y a d'autres qui risquent de l'être encore, avec cette répression qui est là de plus en plus. Donc, il faut qu'on dénonce. Il faut reprendre les choses il faut en fait faire une rupture, comme on dit, épistémique. Il ne faut plus accepter que les gens ne renvoient juste à une relation individuelle entre tel et tel. Et les racistes, donc, il faut juste lui apprendre, entre guillemets, l'informer que le racisme n'est pas bon, qu'on peut arriver à certaines choses. Oui, évidemment, mais le racisme, il est structurel. Un dernier exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi les sapeurs-pompiers à Bruxelles qui ont discriminé une douzaine de jeunes. Je les connais, ces jeunes-là. J'étais en entretien avec eux. Donc, pensez... Alors, où est-ce qu'on en est maintenant ? 12, ce n'est pas 1 ni 2, 12 qui sont discriminés alors qu'ils ont réussi les examens. Alors, ça, c'est une réalité des discriminations. Et ça, c'est une réalité qui doit nous pousser donc à remettre en question chaque fois que quelqu'un raisonne en termes d'interaction individuelle et qu'il y a un problème, il faut le renvoyer vers le structurel. Voyons le problème individuel, mais attachons-nous à déconstruire, à interroger le structurel. Pourquoi la police est comme ça ? Pourquoi dans les entreprises, les gens ne trouvent pas encore du boulot ? Parce qu'ils s'appellent Mohamed ou Rachid ou machin. Pourquoi les filles voilées n'arrivent pas à trouver même pas un stage ? Ça, certains disent que c'est un racisme d'État même. Et donc, il faut être dans d'autres mots, dans d'autres concepts pour essayer de contre-attaquer et de contrecarrer le racisme qui est structurel. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Rachid. Et effectivement, c'est important d'avoir mis le doigt aussi là-dessus parce qu'on ne peut pas parler d'immigration marocaine comme d'autres immigrations qui sont présentes dans notre pays et dans notre région sans questionner comment les dynamiques sociales, socioculturelles, économiques se passent. Et effectivement, nous le voyons aussi, nous, au CEREC, nous sommes souvent en constatation que ce racisme structurel existe toujours. Et donc, on fait ce travail avec les entreprises, avec les différents partenaires pour justement décloisonner et permettre aux gens issus de l'immigration, mais aussi les nouveaux migrants, de trouver leur place et de pouvoir trouver du respect, mais surtout une reconnaissance de leur personne. Tu as évoqué aussi les deuxième, troisième, quatrième générations qui continuent à exister. Et ce qui nous a semblé vraiment important aussi dans cette soirée, c'est de donner la parole à des acteurs, à des actrices du monde de la culture, du monde de l'associatif, du monde de l'humanitaire, qui au quotidien, justement, s'impliquent concrètement. Alors, on en parlait en aparté, est-ce que c'est leur double appartenance, est-ce que c'est leur maroquinité qui a fait que ça a dégagé plus une envie, encore une fois, de s'exprimer, ou tout simplement, non, je suis dans ce pays d'accueil depuis plusieurs générations, j'ai vu mes parents, j'ai vu mes grands-parents vivre quelquefois peut-être des discriminations, des difficultés, mais j'ai quand même envie d'exister au monde. On va justement passer à cette deuxième partie, qui est plutôt une partie de conversation. Et je vais demander donc à Nasrine Kelten, que je vous demande d'applaudir. Nasrine, elle est réalisatrice et créatrice en art vidéo. Mourad Boussif, qui est réalisateur en cinéma, animateur aussi, et qui a réalisé un superbe film entre autres, il a fait du documentaire, mais il a réalisé un magnifique film qui s'appelle Les Hommes d'Argile, que je vous invite, et tu nous diras s'il y a encore la possibilité de trouver ça en plateforme, je suppose. Mustapha Raskawi, qui est auteur, compositeur, musicien, qui est quand même bien connu dans la région parce qu'il fait de la musique depuis très très longtemps. Et Mehdi Kassou, qui vient de Bruxelles aussi, on remercie très fort parce que c'est quelqu'un qui a une actualité, vous le savez, très 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 riche. On va juste installer quelques sièges pour être plus confortable. Et Rachid, si tu veux participer à la conversation, tu es le bienvenu. 2 petites minutes, le temps d'installer les sièges. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Ce soir, je vais me présenter sur une double casquette, donc en tant qu'artiste et vidéaste
créatrice dans le domaine de la production vidéo et aussi en tant que formatrice dans la citoyenneté. Donc mon travail sollicite beaucoup d'engagement de toutes parts, je veux dire dans le domaine autant artistique que dans le domaine de la citoyenneté. Et puis, pour rebondir sur les deux présentations qu'il y a eu juste avant, célébrer les 60 ans d'immigration marocaine dans cette période qu'on est en train de traverser, justement avec un contexte politique qui justement nous met au travail, je veux dire. On peut se poser la question en tant qu'artiste, est-ce que justement mon engagement artistique doit être aussi politisé parce que j'ai une double identité, enfin j'ai une multiculturalité en moi, et donc il y a des questions citoyennes aussi qui vont me traverser dans un processus artistique. Et donc la question que je me posais en écoutant Monsieur Atoum, c'est effectivement qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui, et en tant qu'enfant de deuxième, troisième génération de l'immigration, je dirais que je célèbre la transmission de valeurs. Je pense que ce qui s'est glissé, moi, dans mon regard, c'est un regard sur l'humanité, sur la dignité humaine, et c'est quelque chose qui fait partie du fil que je tisse en tant qu'artiste et dans les divers engagements que je peux avoir. Je pense que c'est ça que je célèbre aujourd'hui. Je vais passer le micro à l'un de mes collègues. Tu peux le passer à Mehdi. Merci en tout cas déjà pour cette première intervention. Et c'est vrai que l'important dans le témoignage que vous allez livrer aujourd'hui, c'est de voir effectivement si cette double appartenance a été vraiment vectrice peut-être d'un engagement particulier ou pas du tout, ou tout simplement parce qu'on est d'abord et avant tout un être humain qui a envie de faire des choses, que ce soit dans le domaine de l'art, de la création, ou comme toi Mehdi, peut-être dans tout cet engagement humanitaire et dans lequel on te connaît depuis longtemps. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Je vais commencer par me présenter et peut-être un peu au-delà de ma maroquinité. Donc, je m'appelle Mehdi Kassou, j'ai 41 ans. Je suis ce qu'on appelle, je crois, une troisième génération. Je me définis comme une deuxième génération et demie parce qu'en fait, je suis belgo-marocain. Et donc, et quand je dis belgo-marocain, c'est pas juste les deux nationalités, c'est que j'ai une maman belge et un papa marocain. Et donc, j'ai grandi avec dans une double culture, en tout cas avec deux environnements qui, a priori, quand mes parents se sont rencontrés, n'étaient pas nécessairement faits pour se rencontrer, en tout cas de cultures et de mondes qui vivaient en parallèle. Donc je suis un peu le produit de ça. Pour m'inscrire dans ce qui a déjà été dit, j'ai découvert ma différence dans le regard des autres. Et dans une phrase qui m'a beaucoup marqué, je devais avoir 5 ans, en tout cas je n'étais pas encore en primaire, la première fois où on m'a dit que je ne serais jamais belge. Et je me souviens être rentré chez moi et avoir interpellé ma mère sur la notion de belge, parce qu'en fait j'ai une maman qui s'appelle Véronique, des grands-parents Guy et Gisèle, et des cousins Diego, Elodie, etc. Et donc pour moi j'étais ce qu'on faisait de plus belge. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a abordé la question de la différence et de l'éventuelle violence que je pourrais rencontrer à l'école. Et ça m'a un peu suivi. Donc, j'ai un rapport à ma maroquinité qui est un peu complexe parce que c'est une espèce de valse. Hein. Donc, j'ai pris de la distance et puis je me suis rapproché. Puis, j'ai voulu me protéger des éventuelles conséquences que ça pouvait avoir sur moi. Donc, ça a été comme ça dans ma vie. Un aller-retour permanent avec cette question jusqu'à le moment où tu m'as invité, où j'ai dû réinterroger cette partie de mon identité, parce que c'est un élément d'identité et nos identités sont beaucoup plus complexes que simplement celles qui servent à nous caractériser à certains moments. Et alors dans mon action, juste pour peut-être terminer, puis je passerai la parole à mon voisin de gauche, la réponse est un peu... elle est multiple. Quand on m'a interrogé il y a 10 ans, au moment où on lançait cette organisation sur
les raisons pour lesquelles je m'engageais sur le plan militant, et si c'était effectivement parce que j'étais d'origine marocaine, ou si c'est parce que j'avais été confronté à la situation des sans-papiers dans mon propre parcours que je me lançais. Je répondais avec véhémence que non, en fait, que mon parcours m'avait amené complètement ailleurs, c'est-à-dire que je suis un des rares dans ma génération, dans mes cousins et cousines, qui a pu faire des études supérieures, et qui donc avait plutôt pour ambition de se défaire de ce patrimoine un peu difficile, cet héritier du prolétariat, etc. Donc je voulais vraiment m'émanciper de tout ça, et le plus vite possible. Donc je répondais que non, et que c'était plutôt un concours de circonstances. Et puis en fait, avec le temps qui passe, je me rends compte qu'on a en nous, on porte en nous des choses qu'on peut essayer, dont on peut essayer de prendre de la distance, mais qui finalement nous marquent énormément. Et puis je résumerai la chose en disant qu'en fait, je crois que la notion d'hospitalité, celle qui moi m'a rassuré, on en parlera un peu plus après, j'espère, mais cette notion d'hospitalité et d'aide, elle était omniprésente. Donc moi j'ai grandi dans une cité ouvrière que certains peut-être connaissent ici, mais la cité qui était juste à côté des Forges à Clabec, et donc une cité dans laquelle on a connu pendant les années 90 de vraies difficultés, et dans laquelle en fait il y avait des sans-papiers quasiment dans chaque maison. Donc on avait des cousins, des cousines, etc. Et donc cette notion d'hospitalité était déjà là. Je l'avais peut-être oubliée, mais je crois que si à un moment donné elle a ressurgi dans mon parcours, c'est peut-être parce qu'elle avait été marquée au fer rouge quand j'étais enfant. Voilà. Merci beaucoup Mehdi. On va passer la parole à Mustapha. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Mustapha Raskaoui, je suis auteur-compositeur, donc dans le milieu de la musique. De quoi tu veux que je parle en fait, en quoi ça... Parce que c'était super intéressant tout ce que j'ai entendu, mais moi il me faut un cadre. Peut-être en quoi cette double appartenance a peut-être été vectrice de ta créativité, ou pas du tout, tout simplement c'était quelque chose de plutôt alors pour ça il faut remonter, d'accord. Alors il faut remonter vraiment à la base, c'est que j'ai vécu une enfance privilégiée. Alors pas financièrement parce qu'on a grandi en cité. Par contre, on a grandi au milieu de nos frères belges, italiens, turcs, espagnols. Et il y avait aussi une ou deux familles marocaines aussi. Mais on a vraiment grandi, et on a été éduqués avec d'autres familles, donc autant belges que italiennes, comme je viens de le dire. Et donc, c'est un peu compliqué. J'entends bien la différence et tout, mais on ne l'a pas vraiment ressenti à ce moment-là qu'on était différents. Tout le monde était différent. Les plats de notre voisine belge étaient très différents des nôtres, et on se les échangeait. Et donc voilà, je n'avais pas vraiment grandi avec une espèce de différence. Alors pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'école, le premier truc qui m'a choqué vraiment, c'était donc en primaire, parce que mon père avait un truc, c'est qu'il n'était pas sévère avec nous, il était droit, juste, mais il y avait un truc, c'est qu'il y avait une bibliothèque près de chez nous, et on ne pouvait pas revenir à la maison si on n'avait pas 3 livres. Donc c'était pas des BD, hein, c'était des livres. On n'était pas obligé de les lire. On pouvait un petit peu, ils ne vérifiaient pas, mais on devait rentrer avec 3 livres. Alors évidemment, une fois qu'on les avait, on les lisait. Ce qui fait qu'en fait, on était très bon en français. Et la chose qui était très violente, et c'est vraiment mon premier épisode de racisme, c'est le prof de français qui prenait notre feuille comme ça, on avait toujours le maximum, et qui disait « Mais comment ça se fait? Quelle langue tu parles chez toi? Tes parents parlent quelle langue ?» Ben, arabe. Et puis il prenait le petit Jean-Noël ou quoi, qui avait eu 4 sur 10. Et toi, tes parents, ils parlent quoi? Ben, ils parlent français. Comment ça se fait qu'un gars dont les parents parlent arabe a des meilleurs points que vous? Alors sur le coup, moi j'étais presque flatté, hein, alors qu'en fait c'est après que je me suis dit mais c'est violent en fait de dire ça. La réponse que j'aurais dû lui donner à ce moment-là et que j'ai compris moi par après, c'était l'amour en fait. C'était l'amour de la langue française, l'amour des gens qui nous entouraient, avec qui on communiquait en français. Mon père écoutait autant Kaltoum que Jacques Brel. C'était vraiment ce truc-là, on a vraiment grandi là-dedans. Et donc mes parents avaient construit en venant ici 2 fenêtres en fait, hein, comme je disais tout à l'heure à Nasrine, une fenêtre sur l'Orient, une fenêtre sur l'Occident. Et ce que j'avais pas par rapport à ce que je ne trouvais pas à partir d'une fenêtre, je l'avais à partir de l'autre. Donc c'était j'ai très vite vu ma double culture comme une richesse incroyable. Alors pourquoi je suis devenu musicien? Je ne suis pas devenu musicien parce que je suis marocain ou belge ou chinois. C'est parce que j'adore ça. C'est parce que je crois que je suis vraiment fait pour ça. Après, qu'on le veuille ou non, la double culture t'amène des choses. Disons qu'en Belgique, je suis le marocain. Et ça me va bien. Au Maroc, je suis le belge. Et ça me va très bien aussi. Donc du coup, on est toujours vu par les autres comme étant différents.
Alors ce qui est chouette, parce qu'on a quand même, humainement, on a quand même un truc, c'est qu'on aime bien se conformer aux autres. Ça remonte à très loin, ça remonte à ne pas être rejeté du groupe et de ne pas crever de faim à l'époque. On va pas remonter jusque-là. Et donc on a ce truc naturel de vouloir vraiment se conformer aux autres. Mais quand sans cesse on vous fait comprendre, pas méchamment, mais que vous êtes différent, ben vous vous dites, à fond, je suis différent. Et donc, je ne vais pas avoir peur d'être encore plus différent. Et finalement, je ne vais pas avoir peur d'être encore plus moi-même. Et finalement, c'est ce que moi je retrouve. Et c'est comme ça que moi je perçois cette double culture dans la musique. C'est une singularité, je vais arriver à le dire, assumée en fait. Donc c'est la première richesse que moi je vois, sans parler de la rythmique, des mélodies, de l'apport aussi de la musique d'ici, parce que la culture, qui dit culture, dit accès à la culture. Et c'est ici qu'on pouvait écouter un petit peu tout ce qu'on pouvait, enfin tout ce qu'on voulait. Donc voilà, en gros, pour maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, tu évoques aussi la question de la transculturalité qui est vraiment fondamentale, que ce soit dans l'action culturelle ou tout simplement dans le symbolisme, parce qu'on a besoin de symboles et quel plus beau symbole aussi que l'utilisation du cinéma, de la fiction, pour pouvoir raconter des histoires, mais aussi peut-être donner la voix, comme en théâtre ou dans d'autres formes artistiques, la voix à ceux qui n'en ont plus. Ça a aussi été ta démarche, Mourad ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a tous un point commun, c'est que voilà, on a toujours ce cordon qui est là, ce cordon qui nous relie au terrain, qui est super précieux. Et donc moi, je suis toujours en première ligne. Moi, je suis un vrai Bruxellois. Je viens de la commune de Molenbeek, que tout le monde connaît. Voilà, pas mal. Il y a quelques Molenbeekois ici. Une commune qu'on connaît même dans les zones les plus reculées du monde. Et ça, c'est intéressant. Mais il y a tellement de choses qu'on a envie de partager. Moi, je voulais surtout dire que je suis super content d'être là aujourd'hui. Parce que je me sens vraiment bien. J'ai l'impression de connaître tout le monde. Mais vraiment, probablement parce que, en écoutant un petit peu mes consoeurs et confrères ici, j'ai l'impression que, comment dire, on se retrouve à travers un prisme dont on n'a pas l'habitude dans le quotidien, en fait. Parce que dans le quotidien, en effet, on doit nous enfermer dans des étiquettes. Et je trouve vraiment que, et je partage vraiment ton point de vue, Rachid, que tu as évoqué tout à l'heure. Je trouve vraiment que le monde se polarise de plus en plus partout. Et pour nous, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, on a besoin de cerner, d'enfermer, au fait. Et en effet, l'idéal, ce serait un jour que peut-être que on se tutoie, excuse-moi, c'est qu'on t'invite pour représenter le monde de la culture ici en Belgique, ou peut-être au Maroc, ou en Algérie, et ainsi de suite avec tous les artistes ici. Et non, et c'est pour ça que quand tu as prononcé le mot des hommes et des femmes de culture, ça m'a touché parce que je me suis dit, je me demande si c'est la première fois que j'entends ça, au fait, parce que généralement, on nous enferme tout le temps dans cette dimension sociale. Alors ok, c'est notre champ d'action, on en est fiers, mais tu ne peux pas parler de littérature, de philosophie. Et quand tu évoques des grands auteurs et tout ça, moi par exemple, la philosophie, j'ai dévoré les plus grands auteurs. En plus, je suis francophone, donc on ne peut pas dire que je me suis inspiré d'autres... Enfin, je veux dire, je lis beaucoup de traductions, mais c'est impossible de nous reconnaître pour ce que nous représentons, en fait. On doit vous enfermer. Et par rapport à vos engagements, alors je ne sais pas si on a du temps, mais là, moi j'ai besoin de 4-5 heures, si pas un jour, parce que c'est le parcours du combattant. Et excusez-moi, je cherchais un mot, je me disais, je voulais trouver un synonyme du mot cracher, au fait, parce que je me dis... c'est une réflexion qui me vient constamment à l'esprit, pourtant je ne suis vraiment pas quelqu'un de vulgaire, je fais super attention. Et pourquoi j'utilise ce mot-là, j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui, c'est parce qu'au fait, si vous crachez sur les Arabes, les musulmans, les Africains, les gens issus de la diversité culturelle, l'autre, vous passez au fait. Et là, vous avez une palme d'or, vous avez un Oscar, mais vraiment. Par contre, si vous êtes dans les intersections, dans les brèches, dans les fissures, parce que vous cherchez la nuance, la complexité, ce que tu as amené tout à l'heure, vous ne passez pas, au fait. Parce qu'on doit vous enfermer. Et du coup, c'est pour ça qu'on galère tous. Parce que quand on veut amener on est obligé de surfer sur les clichés, au fait. Et on est dans un monde comme ça. Et si on veut, on doit pas aller très loin, d'analyser juste la cinématographie
Donc tous les concepts qui gravitent autour de ce monde, à savoir donc les longs métrages, les téléfilms, les séries et même le reportage notamment, eh bien, on se rend compte que c'est souvent sous forme de clichés, de préjugés, parce qu'il y a une sorte de contexte comme ça qui encourage à cela. Et c'est pour ça qu'on a des amis à nous, des compagnons de route qui galèrent. Si on avait notre amie ici comédienne qui serait là, c'est notamment pour les comédiens et pour nous, réalisateurs, metteurs en scène, c'est super difficile. Eh bien voilà, nous sommes à Bruxelles, nous sommes venus à la rencontre de Myriam Akediou, qui a une activité débordante. C'est pour ça notamment qu'elle n'a pas su nous rejoindre le 2 octobre à la Louvière pour la conférence sur les perspectives et les rétrospectives autour des 60 ans du Maroc. Mais on voulait quand même avoir ses impressions, son interview, son témoignage, et vous allez pouvoir le découvrir dans un instant. Bonjour Myriam, on est venu à ta rencontre ici à Bruxelles étant donné que lors de la conférence tu étais retenu par une activité débordante au niveau tournage d'une nouvelle série. On voulait quand même justement profiter de ton témoignage pour pouvoir te rencontrer. Alors tu as grandi à la Louvière, tu es native de la Louvière, mais tu es venu assez rapidement à Bruxelles après avoir embrassé l'amour du théâtre au niveau de l'académie, d'avoir fait le conservatoire ici à Bruxelles, avec quand même plus de 20 ans, plus de 25 ans de carrière professionnelle. Est-ce que finalement, la première réflexion que je te propose, c'est est-ce que finalement cette double appartenance culturelle, est-ce que ça a joué, est-ce que ça a pu influencer peut-être ta vocation au niveau théâtral ou au niveau cinéma, ou est-ce que c'était plutôt quelque chose d'inconscient ? Je ne suis pas sûre que ce soit conscient. Moi, je suis certaine qu'elle a été déterminante, cette double appartenance, elle a été déterminante dans mon choix, mon désir, mon besoin. Parce que je ne sais pas si c'est plus un besoin ou un désir, mais en tout cas, peut-être bien un besoin de devenir comédienne. Pour la première raison, c'est que moi, j'ai eu une enfance un peu... C'était un peu compliqué pour moi à gérer ce côté marocain, cette moitié marocaine de mon côté, dans une ville qui à l'époque, c'est différent aujourd'hui, j'ai pu m'en rendre compte, mais qui comptait essentiellement des Belges et des Italiens d'origine. Moi j'étais la seule Marocaine de ma classe en primaire, et si pas d'ailleurs de mon école, je pense. Ma sœur et moi, on était les seuls. Et on était dans une école catholique, je me souviens, une école primaire catholique, on n'était pas baptisés. Notre nom était bizarre, et moi je complexais vraiment. Je me sentais différente. On avait des cours un peu de catéchisme, enfin d'histoire de la religion en primaire. Et je me souviens qu'un jour, mon institutrice m'a dit, parce qu'on parlait du baptême, c'était Jean-Baptiste, etc., le baptême. Et donc elle expliquait que se faire baptiser, c'est avoir accès au royaume de Dieu. Et je me souviens que j'ai levé la main en disant, mais alors, quand on n'est pas baptisé, on ne va pas au royaume de Dieu si on n'est pas baptisé, quoi. Donc voilà, donc je me sentais un peu... je sais pas, j'avais l'impression d'avoir une tache sur mes vêtements un peu, en ayant ce truc. Et il n'y avait personne d'autre que moi qui était marocaine dans ma classe. Et donc voilà. Et donc je pense qu'avoir ce genre de... Bon, c'est assez commun, mais avoir ce genre de petit boulet quand on est enfant, ce genre de complexe, etc., de trucs un peu qu'on a envie de cacher, ça peut justement créer aussi plus tard le besoin justement, ou de le revendiquer, parce que c'est ce qui est arrivé plus tard. À un moment donné, j'ai fait la paix avec ça, et j'ai commencé vraiment à revendiquer que j'étais moitié marocaine et moitié belge, quoi. Donc finalement, on peut dire, en tant qu'enfant, ce tiraillement un peu identitaire a fait qu'il y a eu peut-être un enclenchement pour la vocation future, parce que finalement, quand on est comédienne, quand on est actrice, on embrasse évidemment plein de personnages, quelquefois avec des vécus durs, violents même. Tu as quand même travaillé avec les frères Dardenne et d'autres dans des films assez puissants. Et donc cette quête, cette recherche justement d'aller au tréfonds finalement des personnages que tu incarnes, est-ce que finalement c'est aussi une part de se découvrir soi-même, c'est quelque part aller au plus profond de son intimité à soi? Je crois que c'est inhérent au métier d'acteur. On est forcé de... Je veux dire,
on représente, on raconte un peu l'humanité, l'être humain, des personnages humains toujours. Et donc, on est, je crois, forcé de se pencher au-dessus de l'âme humaine, quelle qu'elle soit, et d'abord la sienne, évidemment, tout d'abord et principalement, je crois, la sienne, parce que je pense que dans tout personnage, enfin, c'est ma façon de concevoir le travail d'acteur, Rhys, mais je pense que dans tout personnage, le mieux, c'est d'essayer de choper en quoi il peut nous ressembler, en quoi il est différent, mais je pense que pour bien le jouer, il faut le comprendre, il faut le ressentir. Et pour ça, il faut personnaliser certaines choses. Et donc forcément, oui. Et c'est même d'ailleurs un grand plaisir, finalement. Donc on est obligé de se frotter à ces aspects parfois les plus sombres, hein, et un peu à toutes les facettes de sa personnalité. C'est ça qui permet de pouvoir tirer sur l'une ou sur l'autre, en fonction du rôle qu'on a, un peu plus fort, et d'avoir des couleurs comme ça de personnages différents. Mais c'est aussi un grand avantage de pouvoir se dire, ok, j'ai un personnage ici, j'en sais rien, moi, qui est extrêmement ambitieux et qui vendrait père et mère pour obtenir ce qu'il veut. C'est assez chouette, finalement, de pouvoir se dire, ok, je vais pouvoir exprimer peut-être la facette de moi qui pourrait être un peu pousse-toi là, que je m'y mette, etc. L'exprimer à fond, aller la chercher et jouer avec. Là où c'est des choses qui ne sont pas bien de faire dans la vie et qu'on juge moralement, etc., qu'on s'interdit de faire. Donc voilà, on a un peu cet accès libre justement à ce genre de facettes. Moi, je suis en train de travailler ici sur un long métrage depuis 10 ans. Alors, Les Hommes d'Argile, c'était déjà 13 ans. Bon, moi, j'ai aussi envie d'avoir une petite retraite aussi. Je ne vais pas toute ma vie, je veux dire, courir comme ça après des financements. Et donc ici, c'est un film, au fait, c'est une histoire assez incroyable. Et j'ai vraiment envie d'en parler parce que j'ai eu quelques traumas, donc il faut que je les ressors un petit peu, surtout là, je sens qu'on est entre amis. C'est la mosquée de Paris en 1942. Et dans cette mosquée, vous avez un érudit, c'est un diplomate. Ce n'est pas un religieux. Alors je sais bien que le mot mosquée, il peut faire peur. Et donc, c'est une histoire incroyable où vous avez un juste qui a sauvé 1850 personnes sur 2 ans. Je pense que certains connaissent cette histoire. Des aviateurs anglais et des gens issus des minorités. Juifs, tziganes, polonais, et puis notamment des gens issus de l'Afrique parce qu'il y avait des tirailleurs, il y avait des prisonniers et tout ça. Et ils sont tous retrouvés dans cette mosquée. Faux papiers, circoncision pour des aviateurs anglais prépensionnés, donc à 65 ans, c'est quand même assez incroyable. Et ensuite, donc des faux papiers, des faux passeports avec des pommes de terre et tout ça. Donc on a tous été bercés par des films d'évasion, tout ça. Je me dis, on peut aussi avoir notre film aussi, parce que c'est près d'ici, c'est tout près. Et je me dis, ça va contrer cette montée de l'extrême droite. Eh bien, 0 € en France, 0 € en Belgique. 3 commissions ici. J'ai eu un trauma en 2023 avec 20 personnes comme ça en face de moi, de la Fédération de Bruxelles, comme ça, des tout jeunes qui sont là. Et au fait, c'était intéressant, au fait, vraiment, je pense que je vais me reconvertir, je vais écrire beaucoup plus des bouquins, parce que, et très rapidement, parce que on est trop chargé, excuse-nous. Mais au fait, ce qui était super intéressant, c'était de se rendre compte que on ne peut pas aller, cette recherche du juste, au fait, de cette nuance, de cette complexité qui fait la beauté du monde, la grâce, elle ne fonctionne pas, au fait, au niveau mécanisme institutionnel. Donc il y a vraiment une sorte de racisme systémique qui fait que ça passe pas. Et donc, et pour terminer ma réflexion, et mon intervention notamment, c'était intéressant de voir que, au fait, les 3 commissions que j'ai eues, donc 3 commissions en 2023 sur une année, donc l'année passée, c'était sur mon personnage principal. Et c'est pas, il voulait que ce soit un religieux, un barbu qui crie Allahu Akbar et tout ça. Et moi je leur dis non, c'est un érudit, c'est un diplomate, il a rien à voir. Et en plus, c'est quelqu'un qui est incernable, qui peut être même panthéiste, qui est proche de la nature et tout ça. Et donc, voilà, je le fais donc à nouveau, ce film, sans la Belgique, sans la France et le Maroc. On a reçu une aide d'État, qui n'est pas grand-chose. Et voilà, c'est juste une situation comme ça que je trouve qui témoigne vraiment d'un contexte aujourd'hui qui est super hostile par rapport à ce qui pourrait être une plus-value par rapport à la société et amener peut-être un peu de beauté, de grâce. Merci beaucoup. Nasrine, vous avez un commun dénominateur, vous utilisez tous les deux l'image, le symbolisme, peut-être de manière certainement différente, et heureusement, mais est-ce que ce rapport à l'image, ce rapport au symbolisme dans ta création
est-ce qu'il est aussi chargé peut-être à certains moments de ce contexte de discrimination, ou alors tu en fais fi, tu dis non, moi j'avance et j'ai d'abord envie d'exister en tant qu'artiste avant tout? Tu as bien posé, tu as bien posé les choses. C'est vrai que je m'écarte un peu, je pense que c'est peut-être même inconsciemment de ces rapports à la structure, parce que aussi une communauté avec laquelle j'ai évolué, c'est la communauté artistique. Et je pense que structurellement, les arts plastiques, les arts vivants, tout le domaine artistique souffre beaucoup ces dernières années, et d'année en année en fait. Et donc c'est avec cette communauté-là aussi que solidairement, je regarde nos possibles en termes artistiques, et donc je ressens pas forcément les choses d'un point de vue identitaire et culturel, et en fait je regarde les choses peut-être d'un point de vue plus global, où je me demande l'état de nos diplomaties en fait culturelles, la place du culturel dans les discours diplomatiques, dans les relations internationales et entre les pays. On le voit aussi à l'échelle européenne, je veux dire, médiatiquement, finalement, le pourcentage que l'on accorde à la qualité de nos médias, à la qualité de nos relations culturelles. Et donc finalement, c'est là où parfois on délaise en fait notre activité artistique au profit de nos solidarités sociales, pour réouvrir des possibles, et réouvrir aussi des possibles sur le plan financier. C'est cette solidarité-là qui, je veux dire, qui nous aide en fait à aussi supporter peut-être des discours plus compliqués. Est-ce qu'il y a une forme finalement, en t'écoutant, de triangulation, et ça parlera certainement à Mehdi aussi, entre l'action culturelle, l'action sociale et l'action politique, c'est-à-dire que ces trois-là nourrissent l'envie de dire des choses, de témoigner? Oui, absolument. Il y a eu un déplacement. Enfin, par rapport à ma pratique personnelle, il y a eu un déplacement où aujourd'hui, c'est le film d'art est peut-être dans un certain passé au profit du film documentaire. C'est peut-être de mettre la caméra au centre et de donner la voix à d'autres personnes, de se dire que la voix elle se distribue, et que ça, de cette manière, le mouvement est toujours en cours. Oui, là, peut-être qu'il y a une triangulation qui s'est opérée et qui est à l'œuvre. Oui. Donc, je te passe la parole. Bon, c'est toujours un peu... on parlait de clichés ou de caricatures. L'artiste engagé, c'est toujours compliqué à porter comme étiquette. Et on pourrait se dire aussi de même qu'un humanitaire engagé, militant, ça peut aussi être une arme à double tranchant. Est-ce que tu fais fi de ça et tu fonces depuis des années, mais dis sur tous les engagements que tu fais, sans te poser la question de ce que ça représente avec cette étiquette au-dessus? À faire fi de ce que ça représente? Non, en fait. Alors, moi, je suis formé, je suis communicant à la base, et donc j'ai très vite tenu compte du fait qu'il y aurait des biais, ou en tout cas qu'on me percevrait dès le départ comme étant éventuellement hostile, agressif, etc. Et donc j'ai eu tout de suite le réflexe de créer un narratif qui soit plus doux, plus pacifié, etc. Je me suis surpris à analyser mes premières interventions, à vérifier ma posture, la manière dont je pouvais froncer les sourcils, etc. Parce que je savais d'expérience qu'on pouvait en tout cas connoter négativement mes interventions, et qu'on allait donc m'évaluer au travers de ce critère-là. Après, je crois et c'était un peu
le souhait dans le mouvement qu'on a essayé de porter. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mouvement citoyen qui est né au départ d'une volonté d'aider des personnes réfugiées qui dormaient dans un parc à Bruxelles, le parc Maximilien. Le mouvement a pris de l'ampleur et on a commencé à héberger des personnes migrantes qui ne l'étaient pas par les autorités, qui étaient par ailleurs en 2017, en particulier 2018, chassées très violemment par le gouvernement précédent, incarné par Theo Franken. Et donc, on s'est mis à organiser cet accueil, et cet accueil chez le citoyen. Alors, je parlais d'hospitalité tout à l'heure. C'était un peu un pari fou, parce qu'on savait qu'on allait devoir, en fait, de façon la plus... comment dire, en tout cas qu'on allait devoir faire le pari, qu'on allait réussir à dépasser beaucoup de peurs, et inviter des gens à ouvrir leurs portes et à accueillir chez eux non seulement des personnes qu'elles ne connaissaient pas, mais en plus qui portaient une quantité de stéréotypes gigantesques. Donc il y avait un narratif et qui existe toujours sur l'homme migrant agressif qu'on montre comme ça, des hordes de personnes qui s'entassent, qui crient. Donc il y avait vraiment comme un fantasme qu'on allait devoir affronter. Et en fait, à notre plus grand étonnement, et c'est un peu ce qui nous a rassurés, quelle que soit la caractéristique au départ de ceux qui se mobilisaient, mais c'est que les notions d'hospitalité, d'accueil, etc., prévalaient sur celles-là, pour beaucoup de monde. Et donc, on s'est gardé loin, tu parlais de triangularité, de triangle politique, culturel, etc. On s'est gardé le plus loin possible du narratif et du discours politique ou politisé. On était bien conscient que notre action était éminemment politique, mais en tout cas, on a été vigilant à ne pas employer le narratif militant, politisé, politique. On parlait d'ailleurs d'organisations apartisanes, citoyennes, on en parle toujours, c'est le nom, plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Donc, et on essayait de stimuler la citoyenneté, en fait, la manière dont les gens vivraient leur citoyenneté, en se disant, alors qu'on perdrait probablement, et ça a été le cas, les plus militants d'entre nous, les gens les plus conscients politiquement qui voulaient que en fait, cette visibilité soit transformée en message politique, etc. Donc eux ne comprenaient pas notre souhait d'être un peu plus lisse, en fait, mais de manière à pouvoir amener un maximum de personnes. Et pour faire le lien avec la culture, pourquoi ? Parce qu'on pensait justement qu'on était en train d'essayer de mener une bataille culturelle et que donc en fait, en amenant monsieur et madame tout le monde à nous rejoindre dans une logique d'hospitalité, d'accueil, en tout cas avec des arguments d'hospitalité, d'accueil, à se confronter à une réalité ultra violente, une réalité qu'on est beaucoup, même moi qui suis issu d'un environnement prolétaire, qui a vécu une série de violences, honnêtement, je n'imaginais pas que la Belgique puisse générer un degré de violence encore plus violent que celui qu'on avait vécu dans notre parcours personnel en tant qu'ouvrier, fils et petit-fils de mineurs ou fils d'ouvriers, etc. Et donc, on savait par là que ce serait un peu un piège et que donc, en fait, on ferait rentrer dans les foyers ces enjeux et que une fois le doigt mis dans l'engrenage, en fait, la démarche de conscientisation commence, la démarche de politisation commence, sans jamais que son nom ne soit prononcé. Et donc voilà, c'était un peu un pari, mais donc au-delà de mon apparence ou de ma caractéristique marocaine et de la manière dont j'ai dû, à titre personnel, gérer ces éléments-là dans la manière de me présenter, de présenter notre action, il y avait toute une série d'autres stéréotypes et difficultés qu'on a essayé de dépasser ou de lisser pour permettre à un maximum de personnes d'embrasser le mouvement. Merci beaucoup. En t'écoutant aussi, je me dis, il y a l'humain, la solidarité, l'hospitalité, les biais aussi, tu les as évoqués, les biais cognitifs qu'on peut aussi avoir, que la société belge ou même occidentale peut avoir. Est-ce que finalement, ce désir de liberté dans ta musique, Mustapha, ce désir de liberté, le rock, c'est quand même ta première famille musicale, même si tu en as d'autres. Toujours. C'est toujours la tienne. C'était quoi? C'était aussi ce désir d'aller très loin, de s'évader très loin dans une certaine liberté quasi anarchique, de pouvoir créer? Encore une fois, voilà, le coup de foudre que moi j'ai eu avec la musique, c'était très instinctif. Et puis créer des choses, créer de la musique, c'était très instinctif. Je ne me posais pas ce genre de questions. J'exprimais ce que moi j'avais envie d'exprimer. Pourquoi le rock? Pourquoi? Parce que le premier instrument qui m'a vraiment flashé et duquel je suis tombé amoureux, c'est la guitare, tout simplement. Donc naturellement, mais j'écoutais pas que du rock à la maison.
Non, pas vraiment. La liberté déjà de faire de la musique, je me sentais déjà dans un autre monde, mais pas plus que ça le style, je veux dire. J'ai un ADN rock qui est peut-être dû peut-être au côté un petit peu fort avec lequel j'aime dire les choses, mais c'est pas, je cherchais pas une liberté dedans, je cherchais une efficacité de propos en fait, plus qu'autre chose. Si tu permets, je voudrais rebondir sur ce que mon collègue disait par rapport à son film et aux subsides et tout ça. Et en fait, j'ai vécu les mêmes choses. C'est-à-dire que justement, tu parles de rock, je fais un parallèle. Et dès le départ, donc c'était du rock avec des consonances, quelques petites consonances orientales, mais pas tout le temps. Et en fait, dès le départ, ça a été chroniqué par les instances culturelles, même si c'était des bonnes critiques, hein, mais c'était connoté 9 fois sur 10 world music. Alors que je ne fais pas de la world music, j'adore ça, il n'y a pas de souci, mais ce n'était pas de la world music. Et donc, je ne comprenais pas vraiment pourquoi au début, je l'ai compris après. Pourquoi on veut vous cantonner dans un certain style. Pourquoi ? Parce que vous voyez ce que les gens, j'aimerais bien que vous compreniez aussi ce soir, c'est que vous voyez une espèce de diversité culturelle, par exemple, mais qui n'en est pas une en fait. Parce que vous allez voir des gens de différentes nationalités sur des scènes et tout, mais c'est une fausse diversité. Et je vous l'explique. C'est une fausse diversité parce qu'on donne un petit peu à manger, un petit peu, je ne vais pas dire le mot, mais on donne un petit peu à manger, voilà, pour calmer les gens. Et on cantonne les gens, les Africains, Sud-Africains, tout ce que vous voulez, dans certaines catégories. Donc moi, on aurait voulu me mettre dans la world music ou le rap. J'ai rien contre le rap, mais j'en fais pas. Je peux avoir des chansons qui ont des petites consonances, peut-être, mais à la base, c'est pas le truc. Et je me suis vraiment posé la question, pourquoi ? Pourquoi ? Donc moi, je pense pas racisme. C'est un mot que j'essaie de ne pas mettre dans mon vocabulaire. Parce que dès qu'on arrive au mot racisme, on dirait qu'on ne va pas plus loin et que c'est fini, tout est joué. Donc j'essaie d'enlever ce mot de mon vocabulaire et d'expliquer les choses autrement. Et donc pourquoi on essaie de cantonner des gens dans certaines cases, les gens étrangers ? Ben, je crois avoir trouvé la réponse, c'est la peur. Donc je ne parle pas des gens, je parle des instances culturelles au-dessus qui décident, qui peuvent faciliter la réussite d'un projet ou pas. C'est la peur. La peur de quoi ? La peur de perdre leur identité. Ce n'est pas les gens, les adeptes les cinéphiles qui ont envie de voir des barbus ou quoi. C'est eux qui se disent, OK, on va faire que eux, c'est des barbus. Pourquoi ? Par peur de perdre son identité. Alors on peut se dire, bah, ouais, OK, c'est une peur qui est ridicule. Enfin, moi, je pense que c'est une peur qui est ridicule. Après, j'essaie de comprendre et je me dis, OK, là, on va parler du sport. Moi, j'aime bien regarder le sport, il n'y a pas de problème. J'aime regarder le football, j'aime regarder les bonnes équipes de foot. Que ce soit l'Angola ou le Kenya ou la France ou la Belgique. Quand ça joue bien, je passe un super moment. Alors là, on a les Jeux Olympiques, on a le football et tout ça. Chacun supporte son pays. Donc que ce soit la Belgique ou le Maroc, peu importe, quand l'équipe gagne, il y a des gens qui en pleurent. Alors ça dit quoi sur nous, en fait ? Ça dit quoi sur nous ? Est-ce que moi, quand Stevie Wonder a eu son Grammy, je suis sorti klaxonner dans les rues, il a un Grammy, Stevie Wonder. Je ne l'ai pas fait. Donc j'essaye, je comprends ça devrait être une fête, disons que ça s'est un petit peu passé, hein, mais la Belgique gagne, ben, tous les Belges sortent. Tous les Belges sortent. Le Maroc gagne, ben, tous les gens sortent, les Belges aussi. Ça dit quoi sur ce truc un peu bizarre ? Moi, je suis tombé sur les Jeux Olympiques, sur une chaîne française où ils étaient hystériques, quoi. Autant de médailles, autant de médailles. Mais quoi ça, pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que le racisme, ce n'est pas une race qui se croit supérieure à une autre ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on cultive, nous, déjà, finalement ? Alors après, pas étonnant que les gens au-dessus se disent bah, ils ne le savent pas, mais c'est ce qu'ils veulent aussi. Le peuple, c'est ce qu'il veut. Il veut mettre dans des cases et il ne veut pas que tout se mélange. Je n'ai pas de solution pour ça. Je me dis que c'est le temps qui fera les choses. Moi, je décide d'avancer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, moi, Wallonie-Bruxelles Musique, j'ai décidé je suis arrivé avec des projets avec Universal Music, une des plus grandes majors du monde, quoi, une des plus grosses maisons de disques, quoi. Donc je suis arrivé, je faisais des demandes pour des projets, on me disait toujours non parce que machin, et je suis arrivé avec un truc super balèze. Et là, ils ont juste dit donc super entourage, super label, grosse maison de disques. Ils ont dit bah, écoute, tu n'es pas une priorité pour nous, quoi. J'ai la lettre. Hein. Donc ben, moi, je ne suis pas du genre un petit peu à faire une action contre tel ou tel instant. Je me suis dit bah, j'y vais tout seul. Donc ça fait 8 ans que je suis indépendant. Je ne suis pas intermittent du spectacle, je suis indépendant. Et j'essaye de produire mes propres spectacles, tout simplement. J'essaie de ne pas être dans la victimisation et de me dire, tiens, moi, Mustapha Raskaoui, si mon parcours, c'est d'être refusé dans certaines
instances, par certaines instances qui pourraient faciliter un projet, bah, c'est peut-être ça mon chemin de vie. Et j'y vais. Et du coup, bah, avec ce rock, cet ADN rock qui est là, bah, finalement, ça prend tout son sens. Et j'y vais. Et je m'exprime tout simplement. Et je me dis que c'est une question de temps. Je me dis qu'on doit se poser nous-mêmes les questions, des questions sur nous, s'interroger sur notre rapport à notre identité, notre nationalité, en quoi je suis différent de l'autre, en quoi je suis content parce que mon équipe a battu la sienne. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Et une fois qu'on aura répondu à ça, je crois qu'on aurait un petit peu avancé, je pense. Merci beaucoup, Mustapha. Et en t'écoutant, tu as dit, et je vais faire réagir Mourad là-dessus, tu as dit, j'ai pas envie de parler de racisme, j'ai plutôt envie de voir que finalement, il y a un traitement différencié. C'est ce qu'on peut appeler aussi une forme d'assignation. Les personnes d'origine marocaine, d'origine algérienne, les personnes du Maghreb, comme Rachid l'évoquait tout à l'heure, il y a quelquefois, on les cantonne à. Tu parlais de musique, world music, mais c'est vrai pour d'autres choses aussi, pour les questions sociales, les questions du travail et autres. Cette assignation, tu as envie de le dénoncer aussi dans les documentaires que tu réalises. Et comment ça se passe concrètement? Comment tu donnes la parole aux gens, tu les écoutes? Tu as aussi peut-être ce narratif qui est en toi? Oui, parce que nous sommes des artistes, donc des personnes super sensibles, comme une grande partie ici dans la salle. Et en plus, on a cette particularité, c'est d'avoir toutes ces appartenances, ces trésors. Et du coup, bien évidemment, on va accompagner ces sociétés qui sont en pleine mutation, notamment ces vagues d'immigration. Et donc oui, c'est pour ça qu'on est super sensible à ces thématiques, et parce qu'on sait qu'il y a des enjeux et qu'on va probablement agir où d'autres n'ont pas ou ne veulent pas agir, notamment le politique. Parce que la diversité culturelle, elle vient d'en bas. Alors, elle fonctionne en bas parce que, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas arrêter un monde qui se mélange, et encore plus aujourd'hui. Mais elle n'est pas encouragée d'en haut. Et tu as raison, on est tous d'accord, elle n'est pas encouragée. Et du coup, oui, alors qu'est-ce qu'on fait? On est super créatifs tous, et c'est intéressant de voir. On doit faire part d'ingéniosité et travailler en synergie, avec notamment le tissu associatif. Et on réussit, et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et pour répondre plus directement à ta question, on se rend compte qu'il y a vraiment des enjeux derrière. Mais le politique, il n'aime pas. Parce que le politique, quand on vient avec des réalités, des vérités, on nous dit généralement « mais tu vas remonter les gamins ». Et on nous tape sur l'épaule un peu comme si c'était un peu, comme tu disais Rachid, papa maman qui nettoyait les bureaux, ou papa qui nettoyait les grandes usines. Et c'est ça que je pense que c'est très compliqué, au fait. C'est-à-dire d'avoir une forme d'ascension, et qu'on ait travaillé ou pas. Je veux dire qu'on ait fait des grandes études et tout, et généralement c'est un peu tous le cas ici, donc des études universitaires, et qu'on a pas mal d'expérience sur le terrain. Au fait, ça perturbe, au fait. Et donc d'être un metteur en scène, je pense pour toi ça va être encore plus difficile, femme, issue de la diversité culturelle. Et alors heureusement, voilà, on dépasse. Mais ce qui est super fort, c'est de se dire qu'il y a vraiment des enjeux. Et je voudrais notamment revenir un peu sur la thématique qui nous relie tous ici. C'est donc pas la Convention, mais ces hommes et ces femmes qui ont joué un rôle déterminant pour reconstruire l'Europe. C'est bien. Et il y a eu pas mal de commémorations, donc 40 ans, 50 ans, 60 ans, l'année prochaine, enfin dans 10 ans, ce sera 70 ans. Et c'est la première fois qu'on parle de cette période avant donc, de la libération. Parce que tu m'as invité notamment pour parler de cette thématique, parce que tu sais que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Moi, je ne suis pas un historien, mais il s'avère que, grâce à vous, dans votre livre « L'histoire de l'immigration », vous avez évoqué donc, ces fameux tirailleurs. Et c'est vrai que l'immigration, elle commence à ce moment-là, officieusement. Alors, je ne sais pas comment on doit l'appeler. C'est officieux, officiel. Officieux, c'est quoi? Quand c'est caché. Mais est-ce qu'on peut parler d'officieux quand on parle de dizaines de milliers de Marocains, des centaines de milliers de Maghrébins, d'Africains? Est-ce qu'on peut parler... Et sur les réactions, on va rester sur le territoire belge. Après, peut-être je vais sortir un peu. Mais je veux dire, c'est la première fois que quand on fait une commémoration, qu'on invoque ce point-là. Et ça m'a touché quand tu m'as dit ça. Parce que bien évidemment, ici, à quelques mètres d'ici, et peut-être en dessous de nous, il y a encore des ossements. Parce que les autorités belges,
marocaines et françaises ont arrêté dans les années 50 les recherches parce que ça coûtait trop cher et en plus ça les remuait, donc des choses qu'on n'avait pas envie. Et ça, c'est le feu colonel Noël, un personnage extraordinaire du musée de Corty-Noirmont, j'ai encore les images, qui témoignent de cela. Parce que ça fait partie d'une grande page de l'histoire. C'est pas qui a été occultée, mais qui a été arrachée. Tout simplement parce qu'on a utilisé, on a exploité, sacrifié, massacré. Et la période coloniale, c'est ça aussi. Et on ne peut pas en faire l'économie. Parce que si nous, on ne fait pas ce travail, qui va le faire? Et quand nos enfants, nos futurs enfants tomberont sur cette histoire, mais peut-être avec des personnes mal intentionnées en face d'eux. Et on a vu ce que ça a donné il y a quelques années ici et en France. Et on va dire, ah, tu as vu ce qu'on a fait avec ton père, ton grand-père ou ton arrière-grand-père, hein? Celui qui est venu reconstruire l'Europe, qui est descendu à moins 1000 mètres dans les mines, ou ton arrière-grand-père qui est venu se battre ici, qui n'a pas envie qu'on va se venger. Et donc, je veux dire, même au-delà de cette nécessité, il y a un devoir de mémoire qui est important. Et je terminerai en disant, donc, grâce à vous, et un ami qui m'a encore plus encouragé à travailler sur sa question, j'ai fait 2 films et j'ai rencontré ces anciens. J'ai un documentaire qui est ici, qui s'appelle La couleur du sacrifice, et qui a été complètement censuré en France. Et ici, il est sorti en salle, mais aussi au prix de lourds efforts. Et on a dû l'autofinancer. Et c'est très dur parce que, vous savez, c'est une histoire qui est terrible. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Et si vous me permettez, je voudrais en parler ne fût-ce que quelques minutes. Parce que ça mérite vraiment, c'est une page de l'histoire qui doit impérativement être restituée. Donc on connaît tous la Seconde Guerre mondiale, les colonies, et comme il n'y avait pas assez d'hommes, eh bien on va puiser dans les colonies. C'est un peu les mêmes schémas qu'avec la reconstruction. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas ces personnes qui ont fait Sciences Po, il n'y a pas des universités dans ces pays d'Afrique, des îles du Pacifique. Ben, on va enrôler de force. Parce que ces gamins, qu'est-ce qu'ils en savent? Alors quand je dis ces gamins, ce n'est pas des majeurs, hein, 16-18 ans, hein, majoritairement, hein. Une grande majorité, c'était des gosses. Et engagés volontaires directement, parce qu'il fallait gagner la guerre. Et Charles de Gaulle devait, avec son armée d'Afrique, il devait reconquérir et retrouver sa place. Et donc, il y a la capitulation, et ensuite, Charles de Gaulle lance son appel le 18 juin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en Afrique, vous avez des officiers qui veulent le suivre et qui vont lancer des appels. Ça ne marche pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? On enrôle 400 000 hommes. 400 000 hommes issus. Donc les forces françaises libres, c'est l'armée d'Afrique. 400 000 hommes, ce sont des Africains. Et quelques colons, mais une poignée de colons, la majorité. Donc Afrique du Nord et Afrique subsaharienne Est-Ouest. Et les premières batailles vont commencer sur les territoires africains. Et ensuite, arriver ici, par l'Italie, Monte Cassino, pour arriver jusqu'ici. Et notamment, le 10 mai 1940, à Gembloux. Enfin, en stand-by déjà un petit peu avant, en plein hiver. Alors imaginez-vous les conditions climatiques, passer de plus 35, plus 40 degrés à des moins 18, moins 20. Ce n'était pas les hivers d'aujourd'hui. Vous imaginez la différence de température? Le nombre de personnes qui sont décédées juste avec les conditions climatiques. Et ensuite, la dureté des combats à partir du 12, 13, 14. Et alors, bon, c'est la débâcle, donc une première victoire. Bon, je ne sais pas si on peut parler de victoire, mais enfin, je veux dire si on peut en tout cas s'en féliciter. Et puis c'est la débâcle, et automatiquement, ben voilà, c'est des prisonniers, on connaît la suite. Et c'est après qu'il y a cette nouvelle, tous ces vagues. Et je veux dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on n'aborde pas ces grandes pages de l'histoire. Alors oui, certes, on a massacré notamment des personnes qu'on ne voulait pas payer et qui ont revendiqué leur solde et tout ça, et qu'on les a massacrés. Les officiers français qui ont ordonné des crimes. Il y a des crimes qui sont atroces, et notamment en Algérie ou dans d'autres pays, quand ces pays redemandent leur indépendance, notamment le 8 mai 1945, où tout le monde croit que la libération, c'est la grande libération, et donc les gens sortent un drapeau algérien, un drapeau marocain, et là, ce sont des massacres. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas en parler aujourd'hui. Alors, moi, je dis non, parce que
les blessures, si on ne les reconnaît pas, on ne pourra jamais les soigner et elles ne pourront jamais cicatriser. Et donc on a vraiment, c'est plus qu'un devoir de mémoire. Et si on veut aujourd'hui que nos enfants et nos petits-enfants s'engagent, s'intéressent, eh bien on se doit. Alors ça pose la question de la posture du travailleur social, du travailleur socioculturel, ce que nous sommes tous ici plus ou moins. C'est de se dire, est-ce que des vérités, des réalités qui peuvent déranger, certes, notamment le pouvoir politique, nos mécanismes institutionnels, qu'en fait-on ? Eh bien, moi, je peux vous garantir, mais vraiment vous certifier, j'ai fait des centaines d'animations sur cette thématique, qui est quand même une thématique assez sensible. Eh bien, je peux vous garantir que en transmettant des réalités, surtout si elles sont transmises sainement, avec donc un vrai travail historique, eh bien, je peux vous certifier que les personnes qu'on aura en face vont s'engager et que ça va, au contraire, ça va occasionner quelque chose ça va réveiller en eux quelque chose comme quoi ils ont une place à prendre. Ils ont vraiment, une légitimité, certes. Et surtout, ils vont se battre par rapport à ces contextes hostiles qu'on rencontre encore aujourd'hui. Mais, tu l'as dit, entre autres, je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui font que c'est compliqué aujourd'hui. Pierre Bourdieu, je pense, a déjà évoqué pas mal d'éléments, notamment sur la reproduction, qui fait que c'est très compliqué quand on n'est pas un clan, une famille qui appartient. Mais notamment aussi, ce sont des questions qui sont d'ordre culturel, tu as tout à fait raison, qui fait qu'on dérange au fait. Et on n'a pas envie. On n'a pas envie de voir des personnes, mais c'est de façon générale, ça dépasse même la diversité culturelle. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas bien de cette citoyenneté, de l'aiguiser auprès de nos publics, c'est quelque chose qui peut déranger. Merci beaucoup, Mourad, pour ces belles paroles. Alors, évidemment, ta carrière est déjà bien riche en termes de filmographie, de séries, de théâtre aussi. Est-ce qu'il y a encore des nouvelles aspirations auxquelles tu tiens, vraiment des univers que tu n'as pas encore explorés, que tu aurais envie de tester Des milliards. Oui, des milliards, c'est marrant parce que moi j'ai toujours un peu encore l'impression de commencer, quoi. C'est vraiment marrant parce que en descendant là tout à l'heure avec toi, tu sais, je me faisais un peu le « Ok, qu'est-ce que je vais raconter ?» Il va sûrement me poser « Ok, ta carrière, ton chemin, etc. Comment ça se passe, où t'en es ?» Et c'est marrant parce que moi, je dois pas être la seule, mais j'ai encore vraiment toujours l'impression d'être au début, quoi. D'être vraiment encore un bébé. Parce qu'il y a tellement de choses à explorer, tellement de gens à rencontrer, tellement de... Même en soi-même, par rapport à son propre outil d'acteur, je pense que c'est perfectible sans arrêt. Ça prend toute la vie d'être un bon acteur. Et donc je suis encore avec mes trucs de « Ah, ça c'est pas bon, non, ça va pas, faut améliorer. » Voilà, faire de nouvelles expériences, passer d'un registre à l'autre, d'un univers à l'autre. Non, je crois qu'il n'y a pas de fin, j'ai l'impression. Et cette culture marocaine, alors, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, ce Maroc Moi, le Maroc, d'abord, c'est mon papa. La première chose que ça évoque, c'est vraiment... C'est mon papa, quoi. C'est ça... Voilà, c'est son truc à lui, c'est son... ça le définissait très fort, même s'il était assez... Il aimait prendre de la distance par rapport à cette culture-là aussi. Il était tiraillé lui-même. Il était happé par cette culture. Et à la fois, par des tas d'aspects, elle l'agaçait, il la rejetait. Enfin, la rejetait. On s'entend parfois, il aimait la tenir à distance parfois. Parce que c'est aussi, ça peut être lourd comme culture à porter. Mais c'est évidemment plein de richesses. Moi, disons que ça m'évoque surtout donc, la culture marocaine, le Maroc, ça m'évoque quelque chose de familier, de très familier, mais qui est quand même un peu derrière une vitre. C'est comme si je connaissais les paysages, que je connaissais les sons, que je connaissais les odeurs, mais j'ai pas le droit de monter sur le, enfin, d'aller avec les autres, quoi, parce que je suis pas tout à fait, je suis pas complètement imprégnée de cette culture. Il y a eu quand même un petit vide de transmission. Par exemple, mon père ne nous a jamais appris la langue. C'est vraiment un énorme regret. Je ne parlais pas à ma grand-mère, par exemple, quand j'étais petite. On ne savait pas se parler parce qu'elle parlait que l'arabe, enfin, surtout le berbère. Et on ne savait pas se parler. Donc c'est quand même quelque chose qui coupe
Donc il y a une espèce quand même de barrière entre la culture et moi aussi, rien que par le fait aussi que je ne suis pas musulmane. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi laisser un peu en dehors. Tous les Marocains ne sont pas musulmans, évidemment, mais voilà, moi j'ai pu me sentir parfois gentiment mise à distance. Voilà. On m'a renvoyé, on a pu me renvoyer pas mal de fois mon étrangéité par rapport à cette culture-là, et notamment à cette religion-là. Voilà quoi. T'es pas tout à fait comme nous, t'es pas tout à fait... Finalement, un peu à la frontière de quelque chose qui te ressemble, mais à laquelle tu n'as pas totalement pris part, parce que justement, tu t'es toi-même défini aussi par ta carrière professionnelle. Oui. Oui, complètement. Après, dans ma carrière professionnelle, un truc que j'ai tout le temps depuis que j'ai commencé, c'est que, bon, ça se passe surtout pour les tournages. Un réalisateur ou un directeur de casting va voir mon nom et mon prénom sur une liste ou j'en sais rien, sur un ordinateur. Il va dire « Ah, mais elle est marocaine ». Il lui faut un personnage, le personnage d'une marocaine. Ah, ben il y a Myriam Akedju, vous entendez son nom. Mais ce qui m'est arrivé plein de fois, c'est que qu'on me dise que je ne suis pas assez typée, par exemple. Parce que c'est vrai, quand on me regarde, je peux passer pour une Espagnole, une Italienne. Enfin, c'est vraiment pas du tout écrit sur ma figure, quoi. Et donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai un peu le nom, j'ai quelque chose qui annonce que, mais ah non, 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 non. T'es pas une vraie, tu fais pas assez vrai. Et donc, on est resté dans ce truc, finalement, c'est à l'image de mon ressenti par rapport à cette culture. Où, et par rapport au nom que tu viens d'évoquer, il y a aussi, et ça a été dit dans le débat le 2 octobre, une forme d'assignation aussi des jeunes, enfin des personnes de l'immigration marocaine, de deuxième, troisième génération. Il y avait une forme d'assignation. Est-ce que maintenant, avec la montée justement des populismes de droite, d'extrême droite, un peu partout en Europe, cette montée de la haine et de la xénophobie, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça provoque quelque chose chez toi? Ou plutôt, tu vas te dire, continuons justement par nos habitudes culturelles et artistiques à essayer de résister malgré tout à ça. C'est crucial. C'est extrêmement flippant et aberrant en plus surtout. Enfin, c'est aberrant d'aller chercher justement à l'endroit où c'est pas à cet endroit-là qu'il faut chercher, quoi. C'est ailleurs que ça se passe, c'est ailleurs et à plein d'endroits que le bas blesse, et on se retourne vers son prochain pour trouver un coupable, pour déverser sa haine, pour rejeter, pour exprimer sa colère. C'est d'une tristesse, d'une violence et d'une absurdité. C'est un non-sens en fait. C'est vraiment marrant, mais je crois que c'est l'être humain. Hein. C'est vraiment marrant comme on a tout pour jeter des ponts. On a tout pour jeter des ponts les uns entre les autres et on ne fait que trouver en quoi on s'oppose. Finalement, ça renvoie aussi à une société qui se regarde à distance, et alors que vraiment le rôle de la comédienne, le rôle du théâtre ou du cinéma, c'est de rapprocher les gens, c'est de comprendre les vécus intrinsèques et ontologiques de chaque individu sur cette planète. Exactement, c'est justement exprimer, montrer, raconter en quoi tu peux vivre à l'autre bout de la terre, avoir une autre religion, un autre statut social, une autre langue, une autre culture, en quoi tu es aussi humain que moi et en quoi est-ce que tu es confronté aux mêmes problématiques, aux mêmes émotions, aux mêmes... Évidemment, ça c'est crucial, justement. L'humain qui rassemble, l'humain qui est dénominateur commun et pas limitant, en mettant des frontières, des limites, tu es ça, je suis ça. On va tout doucement arriver à la clôture de cet échange très riche, je trouve, et certainement qu'au moment de partager un repas et un drink, vous aurez sans doute des questions à poser à nos invités. Peut-être, Rachid, tu as entendu tout ça en termes de perspective, parce que le but aussi aujourd'hui, c'était de questionner l'histoire
et la question du devoir de mémoire est fondamentale. Mais quelles sont les perspectives à venir? Il ne s'est pas adressé à la bonne personne, je pense. Merci. Non, c'est vrai que tout le travail qu'on fait depuis des années, moi, je n'ai pas eu le plaisir de toujours rencontrer des gens comme vous. Hein. Je rencontre des gens qui parlent du racisme, qui le vivent au quotidien et qui le nomment, et qui le dévoilent, et qui travaillent avec ça, et qui l'intègrent, et qui font face au quotidien. C'est ce qu'on appelle le racisme quotidien. Donc, mais c'est intéressant de vous rencontrer pour voir qu'il y a aussi des gens, avec Mourad, que je connais depuis X temps, donc on travaille là-dessus dans les écoles et autres. Mais c'est vrai que je disais la bonne personne dans le sens où je suis très sceptique en fait par rapport à l'avenir, parce que je le vois noir, parce que la réalité est noire quand on voit l'Europe, toute l'extrême droite qui monte, et que on le sent nous au quotidien, des gens qui n'osent plus parler, qui veulent plus qui évitent de porter le voile, d'être elles-mêmes. Donc tout ça structure nos réflexions, nos pensées et autres. Alors les tirailleurs marocains, c'est vrai que je voulais remercier Mourad pour le film, il faut absolument le voir. Mon père est tirailleur marocain, et c'est vrai qu'on est interpellé, il est parti à 17 ans, on est interpellé par cette réalité-là qui aussi nous donne la permission, entre guillemets, de parler et de dire ce qu'on dit avec franchise avec vous. Parce qu'il ne s'agit pas que je vous dise tout le monde est beau, il faut juste informer, tout le monde serait gentil. Non, c'est le centre régional C de quoi je parle sûrement, et d'autres aussi, mais c'est un travail au quotidien, mais je pense vraiment qu'il faut changer de prisme. Tout ce qu'on nous a vendu, et il y a beaucoup écrit là-dessus, tout ce qu'on nous a vendu depuis X temps, il faut juste agir sur les interactions individuelles, tout va aller bien, eh bien c'est faux. Il faut agir sur ça, mais il faut interroger. C'est les structures qu'on interroge ici. Quand on rencontre des représentants des ministères pour avoir... Tout ça, c'est des structures. L'entreprise, c'est une structure. L'école, c'est une structure. Il faut aller chercher là ce qui se passe en fait depuis 60 ans maintenant. Ce n'est plus... Alors, pour ne pas... encore une fois, terminer sur une note positive, mais je vais la dire quand même. Vous savez, il y a des sociologues qui pensent maintenant que les Maghrébins en Europe, ils vont avoir la destinée des Afro-Américains aux États-Unis. Alors, moi, je ne pense pas que la notion du temps intervient. Les Italiens nous disaient ça, des professeurs italiens, ils nous disaient « votre temps va arriver ». C'est faux. Notre temps ne va pas arriver facilement. Il faudra beaucoup de temps, on le voit. On parle de ça maintenant. Vous savez, j'aurais aimé qu'on vous interroge juste comme réalisateur et pas chamailler avec les identités. Mais non, on est toujours à mettre ça en avant parce que ça, mes chers amis, ça va nous suivre tout le temps. Et alors, il faut du travail sur les structures. Alors, je vais quand même terminer avec une note positive. Sinon, vous êtes l'espoir. Et donc voilà, et ça c'est vraiment une note positive. On voit encore des jeunes maintenant, des universitaires qui font du travail, mais évitons que l'arbre cache la forêt. Parce que la forêt est immense, il y a beaucoup de racines qu'il faut encore aller piocher pour essayer de les nourrir et qu'elles donnent bien. Parfois c'est trop tard. Vous savez, dans le livre que nous avons écrit, que vous ne devez pas acheter, eh bien dans ce livre-là, on parle des impacts du racisme sur les gens, sur vos enfants. Si vous parlez avec vos enfants sur les impacts, vous allez voir qu'ils vont vous raconter des choses fortes. La violence, on a parlé de la violence. Vous voyez qu'il y a toujours cet optimisme que vous soulevez, mais il y a quand même beaucoup de stigmatisation, beaucoup de stigmates qui restent. Et cette violence-là, c'est une responsabilité collective. C'est à nous tous. Ça incombe que les enfants. Les générations qui vont venir, qu'ils soient belges ou pas belges, c'est là, qu'ils soient dans une dynamique qui permet, je ne dirais pas le vivre ensemble parce que ça, c'est un terme bateau, qui permet une certaine égalité de droit, de traitement. On ne veut pas plus, on ne veut pas égalité des chances. Moi, je ne veux pas l'égalité des chances. Je veux l'égalité de traitement et de droit. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Rachid.
Je pense qu'on peut vraiment applaudir nos invités de ce soir. Merci beaucoup. Je voyais Madame Morelli boire tes paroles, à mon avis, si je ne me trompe pas. Et tu voulais peut-être réagir. Alors, c'est une toute petite provocation. J'ai étudié l'histoire des émigrants belges. Parce que jusqu'en 1918, il y a beaucoup plus de Belges qui partent que d'étrangers qui entrent dans le pays. Et ces Belges sont l'objet de stéréotypes affreux, parce qu'on dit que ce sont les mendiants les plus répugnants, ils volent, ils tuent, ils sont très religieux, tous les stéréotypes, ils envoient leur argent chez eux, ils ne veulent pas s'intégrer, etc. Et donc ça m'a beaucoup intéressée parce que c'était les stéréotypes qu'on voit aujourd'hui pour les étrangers. Et donc moi je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'ils sont étrangers ou parce que ce sont des pauvres? Pourquoi est-ce que la Belgique était ravie de s'en débarrasser? Parce qu'on est ravi de se débarrasser de ces pauvres. Et donc je pense que c'est davantage une question de classe qu'une question de race. Et j'ai mon bureau à l'avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles, et il y a là plein d'Arabes. L'ambassade des Émirats, l'ambassade de ceci et de ça. Eh bien, je vous assure qu'ils ne sont pas l'objet de la moindre discrimination. Et leurs enfants vont dans d'excellentes écoles. Ils ont d'ailleurs des nourrices qui les empêchent de grimper aux arbres ou bien de vous ennuyer avec leurs ordures. Donc, il ne faut pas surestimer la question de la différence religieuse, de race, de nationalité, etc. Ce qui est l'essentiel pour moi, c'est la question de classe. Et le fait d'être des enfants d'ouvriers est quelque chose qui vous poursuit. Et je voudrais répondre à quelqu'un qui a dit que les Marocains sont surreprésentés dans le chômage, les Italiens aussi. Et pas parce qu'ils ont un poil dans la main, mais parce qu'ils sont des fils d'ouvriers, des ouvriers eux-mêmes, et que ces usines ont fermé. Et donc, on dit, oui, mais on a besoin d'informaticiens. Oui, mais le gars qui était dans une usine, il ne va pas du jour au lendemain devenir informaticien. Et donc, je crois qu'on doit avoir tout le temps à l'esprit cette question de la classe. Merci. En tout cas, je crois qu'on peut retenir de cette soirée que ne restons pas enfermés et n'acceptons pas les assignations que certains voudraient nous donner, quelles qu'elles soient. La question effectivement sociale, la question du droit, de la dignité, on l'a évoqué aussi, est fondamentale. Et je pense que plutôt qu'une commémoration ou une fête, ce n'était pas le but, vous l'aviez compris, c'était vraiment vous donner la parole. On aurait pu donner évidemment la parole à plein d'autres et montrer finalement que cette richesse de la diversité, elle est nourricière de sens, elle fait sens. Elle fait sens, peut-être pas directement sur l'appellation politique pour avoir des ennuis, mais en tout cas, pour moi, elle est sous-jacente d'un mouvement qui doit continuer à s'enclencher. En tout cas, on vous remercie vraiment encore 1000 fois de votre présence. Je vais céder la parole à Valérie Lossignol, qui est notre directrice au CEREC, qui va faire la conclusion. Je vais essayer d'aller vite, même si j'ai quand même beaucoup de choses à dire, parce que les échanges ont été très, très intéressants. Donc, merci à tous pour votre participation. Vous êtes vraiment nombreux à avoir répondu à cette invitation. Merci aux intervenants. Donc, pour moi, une commémoration n'est ni une fête, ni, pour moi, c'est un terme qui convient. Et pour moi, je trouve que c'était l'occasion de se plonger dans des mémoires collectives, de reconnaître les défis surmontés, les parcours difficiles, on a bien compris que c'était vraiment difficile, et les succès accomplis. Il y en a aussi, des succès accomplis, on en a ici un panel devant nous. Je vais me soumettre à l'exercice très périlleux de restituer en quelques mots et de manière volontairement concise ce qui a été développé lors de cette soirée. Anne Morelli a remué de vieilles idées en nous faisant monter dans sa machine à remonter le temps. Nous avons également reçu une petite leçon du parfait petit exploiteur de main-d'œuvre, bon marché. Ça, c'est mon humour noir, désolé pour ceux qui me connaissent.
Elle nous rappelle que la différence se situe bien au niveau de la classe sociale. Et ça, c'était pour terminer son intervention là tout à l'heure. C'était intéressant, je l'ai noté. Rachid Batoum nous a rappelé la domination des pays européens et les dégâts provoqués par ces immigrations forcées au travers d'une analyse sociologique pertinente. Il nous invite à déconstruire le racisme structurel et changer de prisme, s'interroger sur les interactions qu'on a les uns avec les autres. Mourad Boussif nous fait prendre conscience de la polarisation du monde, de l'enfermement dans une dimension sociale, de cette impossibilité de reconnaître les gens pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Nasrin Kellend s'interroge sur l'implication de sa double identité dans son engagement artistique. Elle célèbre avec cet anniversaire la transmission de valeurs. Mustapha Raskawi a évoqué son enfance et la richesse qu'il a pu tirer de sa double culture, sa fierté d'être différent, sa singularité assumée. Il évoque la fausse diversité culturelle distillée en Belgique, certainement provoquée par la peur de perdre son identité. Et quant à Mehdi Kassou, il a constaté que la notion d'hospitalité et d'aide a toujours été présente dans sa vie et dirige également ses actions aujourd'hui. Il a fait le pari de dépasser les peurs des gens pour qu'ils puissent accueillir les migrants et stimuler la citoyenneté. En comprenant pleinement notre passé, nous pouvons ensemble bâtir un avenir plus inclusif, où la diversité est valorisée et où les frontières culturelles sont dépassées pour créer une société plus solidaire et harmonieuse. Le véritable défi auquel nous faisons face réside dans cette capacité à transcender les barrières culturelles et la méconnaissance de l'autre, et afin de tendre vers une société plus égalitaire. Il est essentiel de reconnaître à chacun des droits fondamentaux. On a parlé de droits aussi ici en fin d'intervention, parmi lesquels les droits culturels, souvent relégués au second plan par rapport aux besoins primaires. Et je vous parle ici de droit à la diversité, à l'identité culturelle et à l'appartenance à une communauté culturelle, pour ne citer que ceux-là. C'est précisément là que se positionnent les centres régionaux d'intégration en tant qu'acteurs clés dans la promotion de l'interculturalité. Et enfin, je vais conclure rapidement en remerciant mes collègues pour leur investissement, tout particulièrement Stéphane Mancy pour l'animation, l'organisation, la recherche des intervenants et son interview magnifique sur Antenne Centre. Pakizé pour la logistique et de concert avec Anne Costa pour la communication, Sylvia, Pina, tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, nous sommes là pour travailler, pour mettre en place un monde différent et à nos petits niveaux. On espère que ça fonctionne et que cette soirée nous a permis de faire un petit pas en avant, à nouveau vers ça. L'organisation de cette soirée a aussi été rendue possible grâce au subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre d'un projet PCI. Merci à tous et bon appétit. Avec grand plaisir. Thank you.